Bienvenue à tous, bienvenue à vous, Monsieur Barbier. Encore merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Dauphine Discussion Débat a à cœur de vous offrir une année riche en événements. C'est pourquoi, après NKM et Philippe Varin, nous vous avons sollicité, vous, Christophe Barbier, vous l'homme qu'on pourrait qualifier d'hyper présent dans la vie médiatique des Français. En effet, il est difficile d'imaginer une semaine sans Christophe Barbier. Régulièrement invité sur les chaînes télé pour commenter et analyser l'actualité, notre invité d'aujourd'hui souffre de ce qu'on pourrait appeler une courtoisie aiguë. Cette pathologie assez répandue dans le milieu des journalistes consiste à ne jamais pouvoir refuser une invitation de la part d'un plateau télé. Le patron de l'Express, sévèrement atteint, n'a donc pu évidemment refuser l'invitation dauphinoise, quand bien même il devait travailler à la parution d'une énième une sur le président François Hollande. À Dauphine Discussion Débat, il est de tradition de présenter notre invité. Bien que nous soyons en période de changement, nous n'allons pas déroger à la règle. Vous êtes né le 25 janvier 1967 à Sallanches. Vous avez un parcours d'études qui est relativement pas mal. Vous passez par l'école normale supérieure, puis par l'ESCP, école dans laquelle vous vous spécialisez déjà dans les médias. Vous commencez réellement à percer dans le milieu journalistique à partir des années 90. En effet, vous passez par Le Point, puis par Europe 1. On vous remarque également avec vos leçons sur le rôle des institutions françaises et européennes que vous exposez dans l'émission Affaires publiques. Par la suite, vous arrivez à la tête du service politique de l'Express. Mais c'est en 2006, suite au départ de votre collègue Denis Jambard, que vous montez dans la hiérarchie en passant directeur de la rédaction. À partir de ce moment, ça ne rigole plus du tout, car vous procédez à une totale redistribution des rôles de chacun. Mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre. Christophe Barbier est un homme qui sait adopter un ton sérieux lors des moments éditoriaux graves, comme lorsque l'Express s'engageait derrière Sarkozy en Libye, par exemple, mais qui sait également être dans l'humour et le second degré quand il le faut. Vous avez, par exemple, utilisé sans modération les inventions de mots de la part des politiques, comme l'incontournable bravitude de Ségolène Royal. Amateur de théâtre, auteur de 6 livres et d'un documentaire, acteur dans le film de votre propre femme, votre omniprésence et votre intarissable désir à vouloir passer pour le meilleur analyste agace souvent. Dans un article cinglant d'ailleurs, Patrick Besson vous surnomme le barbier de service. Ce manque de tact de la part de l'écrivain vous passe au-dessus de cette belle écharpe rouge. Cette écharpe, monsieur Barbier. Mais parlons-en de cette écharpe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez, j'exige, au nom de la curiosité dauphinoise, une explication très précise sur cet accessoire qui est assez original. Quoique, Aristide Bruand, dans son cabaret, ou même François Mitterrand, étaient déjà des précurseurs de cette originalité. Pour conclure, permettez-moi de me mettre, moi aussi, dans la peau d'Aristide Bruand, ou même de François Mitterrand, et pourquoi pas du grand Christophe Barbier, durant l'éphémère moment qui nous lie actuellement. Christophe Barbier, bienvenue à Dauphine. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Tout d'abord, voulez-vous réagir sur cette présentation ? C'est une présentation extrêmement flatteuse, bien plus confortable que bien d'autres présentations qui ont été faites quand j'intervenais dans d'autres lieux, donc merci à son auteur. Avec 2 points, un point que je corrige, je peux refuser des invitations à la télévision, puisque là j'étais invité à cette heure même à C'est dans l'air pour commenter les derniers rebondissements de l'UMP. Donc vous voyez, j'ai dit non à C'est dans l'air pour venir devant vous, mais c'est vrai qu'il n'y a que 2,5 millions de téléspectateurs devant C'est dans l'air, tandis que vous êtes bien plus important. Deuxième point, vous avez reçu NKM et Philippe Varin. Quand je vois l'état dans lequel sont Peugeot et l'UMP, je m'inquiète un peu sur la suite pour moi, pour ma carrière. Mais bon, j'espère que vous ne portez pas malheur à tous vos invités. Et puis enfin, pour l'écharpe rouge, outre son utilité climatique en toute saison, l'hiver pour se protéger des frimas, l'été pour lutter contre les climatisations envahissantes dans les trains, les avions ou les bureaux, elle participe d'un marketing dont vous avez été les victimes apparemment consentantes jusque sur l'affiche. Et puis, elle incarne
l'idée que désormais les journaux doivent être incarnés par leur directeur ou un autre membre de la rédaction. Mais c'est vrai qu'on est entré dans une période où on ne peut pas diriger un média ou animer un média sans l'incarner. L'incarner où? L'incarner dans les médias audiovisuels. Et dans les médias audiovisuels, il faut avoir quelque chose. Alors, Laurent Geoffrin a une barbe, Franz-Olivier Gisbert a une crinière, moi j'ai une écharpe. L'avantage, c'est que moi, quand je me couche, je peux l'enlever. Eux, c'est plus difficile. Encore que Franz, c'est peut-être une moumoute. Il faudrait tirer dessus. On n'a pas la certitude. Non, plus sérieusement, voilà, un parcours rapidement résumé, mais c'est vrai que maintenant, désormais, il faut être multimédia. Voilà, c'est du service non pas après-vente, mais avant-vente, que d'aller dans les médias pour expliquer ce qu'on a voulu faire. Comme je le fais cette semaine, expliquer les dessous de notre enquête sur le scoop du piratage de l'Élysée, ou comme je l'ai fait la semaine dernière, sous une pluie d'attaques, de colibets et d'agressions, parfois d'ailleurs très argumentées, défendre la position éditoriale qui était la nôtre, avec le visuel un peu choc de la une sur l'immigration. Pour ça, il faut mouiller le maillot. Et dernier mot sur l'écharpe rouge, si vous lisez une nouvelle de Marguerite Yourcenar qui s'appelle Maître Wang Fo, vous aurez peut-être une version, en tout cas une version assez littéraire de l'écharpe rouge. Quel suspense là, hein? Merci beaucoup. Alors, sans attendre, nous allons passer au premier thème de la soirée. Il s'agit de la guerre des chefs à l'UMP. Bien, on va faire un sondage. Alors, qui d'entre vous est Copé, qui d'entre vous est Fillon, pour voir si ça fait 50-50. Non, on en rit, bien entendu, depuis dimanche, et avec les rebondissements de cet après-midi, on a l'impression qu'ils le font exprès, tellement le vaudeville est complet. Mais on est en train de vivre quand même un épisode majeur de la vie politique française dans cette nouvelle phase qui s'est ouverte au mois de mai dernier. Majeur pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'UMP est morte. Union pour un mouvement populaire. Nous n'avons plus l'union, nous avons la division. Et peut-être ce soir, France 2, je crois, ou TF1 reçoit François Fillon dans le 20h, peut-être la sécession. Nous n'avons plus le mouvement, puisque ce sont des gens qui regardent leur nombril, qui s'entretuent, qui n'ont pas sorti beaucoup d'idées neuves pendant cette campagne interne, qui ont plutôt brassé les reliques et les restes du ragoût sarkozien. Ils n'ont pas eu le temps de penser autre chose. Par ailleurs, ils sortent de 10 ans de pouvoir, donc ils sont un peu lessivés. Donc nous n'avons plus le mouvement et nous n'avons plus vraiment le populaire, puisqu'à mon avis, dans ce genre d'épisode, les électeurs populaires, le peuple, se dégoûtent assez vite et fuient. Donc je pense qu'on a cette crise de l'UMP, c'est la fin de l'UMP. Il y aura une droite toujours, il y aura peut-être même plusieurs droites. On est sans doute dans la crise de cette droite décrite par René Raymond, bonapartiste, orléaniste. Les légitimistes sont éteints depuis longtemps. Donc on a vraiment une guerre civile des droites. Par ailleurs, je pense qu'il y a une onde de choc qui va durer un certain temps. Sur les recompositions, on pourra parler de ce que le FN ou l'UDI peuvent tirer comme marron de ce feu-là, mais également la difficulté pour un parti, après une crise pareille, de se reconstruire, ça prend beaucoup de temps. Donc les élections de 2014, 2015, européennes, régionales, municipales, vont en être profondément marquées. Nous allons aborder ces thèmes dans les questions. Merci. Donc on va peut-être très rapidement rappeler les faits. Donc Jean-François Copé a été élu normalement la nuit dernière avec 50,03% des voix. Ça se discute là. Ah oui, parce qu'ils n'avaient pas compté toutes les voix. Voilà. Ils avaient oublié Wallis et Futuna et Mayotte. Ça a de l'importance. Donc peut-être que en 67, c'est le député de Wallis et Futuna qui a été donc élu au milieu de la nuit, qui a fait la majorité de droite. Ça compte. Donc voilà, Monsieur Copé coiffé au poteau son rival François Fillon, pourtant favori des sondages auprès des sympathisants UMP, au terme des délibérations marquées par de graves accusations de fraude dans certaines fédérations. Une situation qui rappelle clairement le congrès de Reims de 2008, qui avait vu s'affronter Ségolène Royal et Martine Aubry pour le poste de premier secrétaire du parti. Donc on le voit, l'UMP, parti uni derrière Sarkozy, apparaît plus que jamais divisé et déchiré entre les différentes sensibilités qui s'y expriment. Et quelle est pour vous votre analyse vraiment sur l'analyse du parti? Est-ce que vous croyez vraiment au scénario de l'implosion interne? Là, je pense qu'on est dans quelque chose de grave, parce que même si
il n'y a pas de sécession, c'est-à-dire si les fillonistes ne quittent pas l'UMP pour fonder autre chose, c'est très difficile de fonder un parti parce qu'on n'a pas de moyens d'argent de financement. Pour avoir le financement, il faut avoir eu aux législatives précédentes une étiquette pour récolter l'argent public. Si on ne va pas jusqu'à la sécession externe de partis, on ira vers une forme de sécession interne, de ce que j'ai appelé moi le schisme, un peu comme il y a eu 2 papes à Avignon et à Rome pendant toute une partie du Moyen-Âge. C'était la même Église catholique, il n'y avait pas de nouvelle religion, mais il y avait 2 papes quand même, et ça se termine mal. Je pense qu'on aura cela, et Fillon attendra simplement que Copé échoue au régional, au municipal pour revendiquer son tour, ou bien attendra le congrès de 2015. Donc je pense qu'on va vers un schisme et que c'est très profond. D'autant que ça va profondément désorganiser le parti et décourager les militants et les électeurs. Donc je ne crois pas au fait que puisse en profiter un Sarkozy ou un Xavier Bertrand ou un Alain Juppé. Je pense que c'est la notion même d'UMP qui va se vider de sa nécessité et de son entendement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une recomposition sur la droite très forte et que le gouvernement va être un peu tranquille du côté de l'organisation de l'opposition. On assisterait à une vraie fuite des militants vers le FN ou vers l'UDI ou Les militants peuvent fuir en partie. Ils peuvent se répartir dans 2 clans qui se livrent une guerre civile, mais il va y avoir surtout la fuite des électeurs. C'est que pendant qu'on se dispute entre soi, on ne propose pas des idées neuves, on ne s'adresse pas aux Français, on ne va pas vers la France avec un programme alternatif ou une équipe alternative. Donc, ça veut dire que vont en profiter ceux qui, légèrement sur la gauche de l'UMP ou légèrement sur la droite de l'UMP, UDI ou FN, vont eux avancer avec des chefs identifiés, des programmes identifiés. Est-ce que vous pensez que François Fillon va se présenter à la mairie de Paris? Si il est vraiment donné battu pour l'UMP, que c'est clair, après recomptage et tripatouillage divers, c'est Copé, comment revenir quand on est François Fillon? Il y a une manière de revenir qui est d'attendre que Copé se plante, et donc de viser le congrès de 2015, en ayant passé un peu plus de 2 ans et demi sous sa tente à ne rien dire. C'est pas facile. Il y a une manière flamboyante qui est de dire « je prends Paris ». Je fais l'unité à Paris, pas simple, il y a des copéistes aussi à Paris, puis il y a surtout des gens à droite qui veulent que le maire soit de gauche pour rester maître dans leur arrondissement. Mais s'il y arrive, c'est la plus belle victoire électorale de la droite depuis la présidentielle 2007. Donc si en 2014, Paris tombe à droite parce que Fillon a réussi à faire l'union de la droite autour de lui, c'est bien mieux que de gagner l'UMP à la suite d'une nuit de recomptage avec des fraudes et 98 voix d'avance. Donc là, en effet, il redevient le présidentiable principal s'il prend Paris. C'est pas un courageux, c'est pas un hussard, c'est pas quelqu'un qui mène des assauts sabre au clair, c'est pas Sarkozy, c'est pas Copé, donc je vois pas Fillon faire ça. Donc soit il décide d'attendre et de revenir par le parti, congrès de 2015, soit il décide d'attendre carrément la primaire de 2016, mais là il spécule sur le fait que Copé va échouer. Si Copé réussit, fait de bonnes municipales, de bonnes européennes, de bonnes régionales, difficile pour Fillon de dire en 2016 il a mal travaillé et donc je suis le candidat. Donc il est quand même dans une impasse, d'où l'acharnement de ces heures que nous vivons. C'est qu'il s'est rendu compte à quel point ne pas avoir gagné peut être le bout de sa carrière. On va peut-être prendre une question SMS. Je regarde pas, je triche pas. Hein. Oui, le retour de Sarkozy, c'est pas un peu un fantasme des journalistes pour vendre du papier? Faut qu'il revienne de nombreux endroits, Sarkozy. Il faut qu'il revienne de Bordeaux d'abord, où il va aller demain ou vendredi, pour être entendu comme témoin assisté, voire mis en examen, au pire. Pour financement politique, c'est prescrit. Recel de financement politique, c'est possible. Enrichissement personnel, ça serait quand même grave. Abus de faiblesse sur Madame Bettencourt, ça serait très grave. Donc il faut en revenir de ça. Si le juge gentil va au bout de ses désirs, mais c'est pas dit que la réalité judiciaire puisse être en concomitance avec ses désirs, il va essayer de le mettre en examen. 1 an et demi, 2 ans minimum de procédure, même si ça se termine par un non-lieu. Donc un boulet au pied pour Sarkozy. Ensuite, il faut revenir de Marrakech. Marrakech, c'est là où il aime aller passer les week-ends maintenant, ou des vacances, là où il est allé après sa défaite avec Carla. C'est la belle vie. Hein. Voilà, il a mérité de la patrie. Il peut être tenté par cette espèce de vie dorée qui est la sienne, des conférences et la belle vie dans les palaces de Marrakech ou d'ailleurs. Puis troisièmement, il faut qu'il revienne de sa vie professionnelle. Il faut qu'il revienne de Moscou, où il était la semaine dernière. Il faut qu'il revienne des endroits dans le monde où il va faire du conseil comme avocat ou des conférences comme ancien président. Et qui feront peut-être dire aux Français à un moment donné, il s'est quand même terriblement éloigné de nous, il est plus crédible dans la vie politique. Donc ça, c'est déjà 3 retours. Une fois qu'il aura fait ça, il faut qu'il revienne dans sa tête. Et pour revenir dans sa tête, il faut qu'il batte un adversaire bien plus redoutable que Copé, Fillon, le juge gentil. Il faut qu'il se batte lui-même. Il faut que Sarkozy 2017 arrive à tuer Sarkozy 2012. Un homme a fait ça, il s'appelait Chirac
en 95, où on a vu sortir le Chirac, vous n'étiez pas né, manger des pommes, sympathique, de gauche, qui plaisait aux jeunes et qui était l'anti-baladure. D'un seul coup, Chirac n'était plus un méchant loup de droite, c'était un type sympa, vaguement de gauche. Il a gagné. On a vu Mitterrand faire ça. Mitterrand, honni, esseulé, abandonné en 59-60 après l'affaire de l'Observatoire, revenir comme candidat unique de la gauche en 65, puis prendre le PS en 71 et être presque élu en 74 pour gagner en 81. Mais il faut muter soi-même de manière très profonde. Mitterrand est un homme de droite qui est devenu un homme de gauche, Chirac est un homme de droite qui est devenu un homme de centre-gauche. Est-ce que Sarkozy est capable de revenir en 2016 en étant un type qui a mûri, qui est calme, qui est plus du tout bling-bling, plus du tout clivant, qui est le rassembleur, le père de la nation? Il y a un travail sur lui-même à faire qui est colossal. Puis enfin, il faudra convaincre Carla Bruni de repartir éventuellement pour une vie de première dame qui ressemblait à une prison dorée quand même. Ce sera pas simple. Non, c'est pas simple. C'est extrêmement difficile d'arriver au sommet. C'est extrêmement difficile encore plus de revenir. Giscard n'a jamais réussi. De Gaulle, ça lui a pris 12 ans, entre 46 et 58. Donc c'est très compliqué. Et s'il ne revient pas, soutiendra-t-il un autre candidat? Non, je pense que si Nicolas Sarkozy ne revient pas, il change complètement de vie. Et il profitera justement de tous les avantages d'une vie d'ancien président apolitique. Alors, si, dans la dernière ligne droite d'une présidentielle, par exemple entre Copé et Hollande, ou Fillon et Hollande, on est en mars 2017, c'est les derniers meetings avant le premier tour, et là, dans un meeting de Copé, Sarkozy vient dans les acclamations du Stade de France et fait un discours formidable qui soulève les foules avec un peu de nostalgie, genre Clinton avec Barack Obama là, il y a 3 semaines. Là, oui, il se tapera peut-être, il s'offrira peut-être ce moment de rockstar. Mais il ne reviendra pas pour militer. Il sera plutôt dans l'idée que s'il était resté en 2012, la France serait en meilleur état. Voilà, c'est ce qu'il essaiera de faire passer. Dire aux Français, vous avez choisi en 2012, ben vous vous êtes trompé, maintenant vous le réalisez. C'est ce qu'il choisira comme sortie s'il ne revient pas. Revenons sur Copé. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous ne croyez pas qu'il soit capable de rassembler la droite humaniste de Raffarin et aussi en même temps la droite forte de Guillaume Pelletier. Il a choisi... Et aussi dans les Guignols. Il a quand même un sérieux concurrent. Il a choisi le clivage maximum, le grand écart, Jean-François Copé. Il ne l'a pas choisi là pour la campagne contre Fillon. Il l'a choisi quand il a pris la tête de l'UMP. Il s'est imposé par la force à Nicolas Sarkozy, c'est pas du tout un sarkozyste d'origine, et il a choisi de faire de l'UMP sous sa direction un parti de droite dur. Il a tiré des leçons de son expérience d'élu local et de la fréquentation de ses amis, de ses conseillers. C'est un choix. C'est un choix qui est très compliqué, parce que c'est un choix de premier tour. Au premier tour, vous faites le plein de vos voix, parce que vous êtes chez les militants et les électeurs endurcis. Au deuxième tour, il faut rassembler. Au deuxième tour, il faut absolument aller vers des gens qui ne voulaient pas voter pour vous, qui ne pensaient même pas à vous, et qui d'un seul coup se disent « il a changé, c'est pas celui que je croyais, c'est moins pire que l'autre ». C'est ce que Sarkozy a merveilleusement réussi le 14 janvier 2007 dans son investiture à la porte de Versailles. Il a fait vibrer le cœur de gens qui se disaient « je voterai jamais pour ce type ». Puis ils l'ont écouté, ils se sont dit « ah quand même, c'est pas celui que j'avais en tête, c'est pas celui dont on m'avait parlé ». Et tout doucement, dans les semaines qui ont suivi, il a conquis des territoires électoraux sur le centre et même sur une partie de la gauche qui ont amené sa large victoire. Copé aujourd'hui, si la présidentielle avait lieu dans 15 jours, il est incapable de faire ça. Parce qu'il aura 100% de l'UMP au premier tour, peut-être 100% de l'UMP, 40, 50, 60, 70% du FN au deuxième tour, mais il aura 0% du centre, Borloo ou Bayrou, et évidemment 0,000% de la gauche. Et même de l'extrême gauche, qui parfois peut faire des votes révolutionnaires. Donc Copé, s'il veut être candidat à la présidentielle, avoir des chances de l'emporter, il a maintenant 4 ans devant lui pour faire ce travail-là. Être un candidat potentiel pour être président de tous les Français et pas seulement un guerrier sanglant pour être le chef des militants les plus durs de l'UMP. Il y a du chemin. Et les circonstances actuelles de son éventuelle victoire au sein de l'UMP l'endurcissent encore, puisque c'est dans le sang que ça se tranche. Donc, il pensait réconcilier facilement l'UMP avant de rassembler les Français. Il va réconcilier difficilement, voire il n'arrivera pas à réconcilier l'UMP. Alors avant d'aller parler à ceux de l'UDI, il y a du boulot. Il est exactement en train de se retrouver dans la position de Chirac 76-81. La politique du plus dur. Chirac, ça lui a pris 14 ans pour gagner. Donc finalement, en réponse à une des questions, la diversité des courants politiques à l'UMP n'est finalement pas possible face à une culture du chef. C'est pas une diversité, c'est un grand n'importe quoi. Parce que vous avez dans chaque
chapelle, dans chaque courant, la droite forte, la droite populaire, même la boîte à idées, les humanistes, etc., vous avez de vraies identités politiques, parce qu'elles sont héritées de l'UDF, de démocratie libérale, du RPR, du sarkozysme avec la droite forte. Vous avez de l'écurie présidentielle, c'est le courant de Copé, Génération France, c'est le courant de etc. Et vous avez des opportunismes de campagne de cet automne. Donc des centristes copéistes et puis des centristes fillonistes. Wauquiez, qui est sur la droite sociale, et puis la droite forte, c'est quasiment des thèses parfois comparables sur certains points, mais l'un était pour Fillon, l'autre était pour Copé. Donc tout ça est extrêmement artificiel. Vous ajoutez à ça ce que vous dites, c'est-à-dire la culture, c'est une culture du chef, et là on essaie de les faire basculer dans une culture du courant donc des idées donc de l'idéologie. Ils ne s'y retrouvent pas. Ils ne savent pas fonctionner comme ça, les militants de l'ex-parti gaulliste. Donc je pense que derrière la bataille Copé-Fillon à couteau tiré des heures que nous vivons, il y a aussi ce mélange explosif d'une culture du chef et d'une culture des courants. Sauf que là, ils ont trop de chefs, ils en ont deux, il y en a un de trop, et les courants, c'est un peu n'importe quoi. Personne ne peut dire tu es la gauche et moi je suis la droite du parti. Tout est emmêlé. Donc là, ils sont vraiment très, 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 très mal. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire quand même que l'UMP, dont Sarkozy ne voulait pas à l'époque, l'UMP créé en 2002 était quelque chose d'artificiel. Pourquoi d'artificiel ? Parce que c'était la réponse de Chirac au 21 avril et que Chirac n'a rien compris au 21 avril. Le 22 avril, le lundi, le lendemain, François Bayrou va le voir. François Bayrou, il a fait 7% la veille. Ça valait une fortune. Si Chirac avait été face à Jospin, ça vaut rien. Chirac-Le Pen, c'était plié. Donc Bayrou lui dit, il faut que tu fasses un grand bond pour la construction européenne et il faut que tu fasses un gouvernement d'union nationale parce que nous venons de vivre un drame démocratique. Et Chirac répond à Bayrou, tu n'as rien compris, je ne vais rien faire au niveau européen et je vais faire le parti unique en France de la droite et du centre. Et on est au pouvoir pour 20 ans. C'est Bayrou qui avait raison. C'est Chirac qui s'est trompé. Il n'a rien fait de son deuxième mandat et il a laissé derrière lui une UMP qui était une chose mort-née. Sauf qu'on ne l'a pas vue. Parce que l'UMP est devenue autre chose, une machine de guerre ultra-militante au service de Sarkozy. Et c'est maintenant qu'on n'a plus ni le malentendu chiracien, ni le dynamisme sarkozyste, qu'on se rend compte que l'UMP est quelque chose d'antinaturel. On a pas mal... Donc, je vois que les questions... Mais justement, il y en a beaucoup. Donc, bon, je vais essayer de faire des réponses courtes alors. très bien. Alors, quelqu'un dans la salle demande si l'UMP n'a-t-elle pas perdu toute sa crédibilité ? Ah, elle a perdu une grande part de sa crédibilité politicienne, mais les Français oublient vite. Le bon moyen de reconstruire une crédibilité pour l'UMP, c'est les élections locales. Parce que les Français détestent les politicards, mais votre maire, votre conseiller général, vous l'aimez bien. Et donc, si l'UMP veut se ressaisir, c'est par une politique extrêmement habile d'investiture, de renouvellement et d'union UDI-UMP au municipal. Extrêmement difficile d'implanter un candidat en 1 an et quelques. Qui est capable, à Lyon, de battre Colomb ? Qui est capable de gagner la ville de Nantes, la ville de Lille, la ville de Strasbourg, la ville de Rennes, la ville de Toulouse, la ville de Dijon ? Personne à droite, personne. Alors soit il y a un effondrement incroyable de la gauche au niveau national, et donc les maires issus du PS sont punis par procuration, et n'importe quelle chèvre marquée UDI ou UMP est élu maire à la place du PS qu'on veut punir, soit ça continue à aller cas un cas au niveau national, et les maires PS n'auront pas trop de difficultés à se faire réélire. Parce que la plupart d'entre eux sont socialistes à Paris, mais très centristes dans leur ville. Un Rebsamen, un Colomb, sont tous sauf des marxistes dans leur ville. Donc, nous allons parler un petit peu de la gauche maintenant. On va peut-être revenir sur la conférence de presse qu'a donnée Monsieur Hollande la semaine dernière à l'Élysée. Donc, on lui a beaucoup reproché donc, une communication très hésitante et les couacs à répétition depuis le début de son mandat. Du point de vue de la communication, considérez-vous qu'il a réussi son grand oral, qu'il est devenu finalement le président qu'on attendait ? Incontestablement, il a réussi sa conférence de presse, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un obstacle qu'il s'était fixé lui-même. J'ai eu la chance, sur mon plateau iTélé, d'avoir cette promesse. Tous les 6 mois, je ferai une conférence de presse. Il avait dit ailleurs qu'à l'Élysée, mais enfin, c'est pas grave. Il s'est fixé lui-même l'obstacle, il a réussi à le franchir. Il a fait une conférence de presse exhaustive, longue, complète, intéressante. Très difficile. Il a fait une conférence de presse pédagogique. Capitaine de pédago avait titré le Canard enchaîné la semaine dernière de manière très spirituelle. Et ça, c'était réussi. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est une conférence de presse dont la vertu n'a été que de réparer les 6 mois précédents,
qui, eux, en termes de communication politique, ont été complètement ratés. Le président normal, raté. La gestion de Valérie Trierweiler, raté. La bulle des vacances du mois d'août, raté. Les annonces de rentrée, raté. La fiscalité, raté. Il a tout raté, ou presque, jusqu'au rapport Gallois et à la conférence de presse. Et là, il a maintenant une dizaine de jours, une décade très favorable avec rapport Gallois, compétitivité, conférence de presse, malheur de l'UMP. Ça a permis de digérer deux chocs qui auraient dû être énormes. C'est Moody's, et puis des perspectives de croissance mauvaises, parce que même si on a fait 0,2 au troisième trimestre, les chiffres qui ont été annoncés rendent caduque le budget 2013. Ça ne s'est pas vu, parce qu'il a réussi la conférence de presse, et surtout que l'UMP est dans les choux. Donc il a réussi à arrêter l'hémorragie de crédibilité, de présidentiabilité, qui était celle qu'il vivait depuis 6 mois. On avait titré, nous, la semaine d'avant, « Y a-t-il vraiment un président en France ?» Après la conférence de presse, incontestablement, oui. Il y a un président. Est-ce qu'il y a un cap nouveau ? Pas encore tout à fait, mais on voit des choses. Le recul sur la TVA, le pas de clair sur la compétitivité, la reculade hier sur le mariage homosexuel. Voilà un président qui maintenant fait la part du pragmatisme, tournant léger sur sa droite, durcissement vis-à-vis des écolos. Donc on a quelque chose qui s'est noué là. Il faudra plus qu'une conférence de presse pour arriver à convaincre les Français que c'est la bonne voie. Donc vous ne voyez pas vraiment, pour le moment, de tournant dans la ligne économique, même s'il a touché à la TVA. Je vois des inflexions. Je vois des inflexions, mais on ne peut pas encore dire que Hollande ait fait le tournant de la rigueur ou que Hollande soit devenu un président de droite. Ça, c'est évident. Maintenant, il est difficile de savoir si ces inflexions, c'est la volonté de compléter une stratégie. Ce que dit Moscovici, par exemple, on a fait des mesures de gauche, le SMIC, les retraites, l'éducation, la fiscalité. On complète par des mesures plus libérales pour aboutir à ce social-libéralisme. Lui, il appelle ça la social-démocratie. Ou bien si c'est des inflexions, non pas de complément, mais de contradiction. On se rend compte qu'on a fait des bêtises, les indicateurs macroéconomiques nous le disent, on corrige. Il faut laisser un peu de temps et il faut leur laisser le bénéfice du doute. C'est peut-être une stratégie qui se complète. Donc elle aura des résultats très vite en 2013. Si elle ne les a pas, ça veut dire qu'on aura ajouté les contraires, qu'on n'aura eu ni l'effet éventuel de relance de la première partie de la politique, ni l'effet de rigueur de la deuxième partie de la politique. Et là, on sera dans une situation très inquiétante. Et en même temps, il est aussi en train de perdre le soutien de Mélenchon et du Front de gauche. Et des Verts aussi. Et des Verts aussi. Jean-Vincent Placé avait émis des réserves sur le fait que le groupe devait rester ou non au sein du gouvernement. Il n'a pas besoin du soutien de ces gens-là, ni de Mélenchon et des communistes qui ne l'ont jamais soutenu, ni des Verts qui peuvent partir quand ils veulent. Ils ne sont pas nécessaires, ni au gouvernement, compte tenu des postes qu'ils ont, ni à l'Assemblée, puisque le PS a la majorité à soi seul, ni dans l'opinion, puisque les Verts ont perdu toute crédibilité avec la campagne d'Eva Joly et leur dernière bisbille. Donc, pour François Hollande, quelque part, ce qu'il paye aux Verts en ce moment, c'est les engagements de quelqu'un d'autre, de Martine Aubry. Donc, il n'a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Je pense même que s'il y avait un vrai clash avec les Verts et des départs de ministres du gouvernement, eh ben, il y aurait un bonus pour Hollande. Dans l'opinion, parce qu'une partie de l'électorat de droite dirait « ça c'est bien de se débarrasser des Verts », et puis il pourrait faire les gaz de schiste. Il serait détendu sur le nucléaire. Et donc en termes de lutte pour l'emploi et de lutte pour la baisse du coût des énergies, il retrouverait de la liberté. Quant à l'impopularité croissante du côté de Mélenchon et des communistes, quelle traduction ? Il y a des manifs, les rues sont bloquées par des rebelles ou des indignés, la France révolutionnaire est debout ? Non. Ce gouvernement n'est pas plus embêté par Mélenchon que d'autres gouvernements ont été embêtés par Besancenot ou Arlette Laguillet. Il n'y a pas de problème à la gauche de Hollande. C'est même d'ailleurs son vrai atout. Il a des Verts décrédibilisés et des communistes et des fronts de gauche qui n'arrivent pas à mobiliser, alors que la droite a un Front National qui s'est dédiabolisé, qui se reconstruit, qui n'a plus de problèmes financiers, et un centre UDI qui renaît de ses cendres. Donc, curieusement, c'est moins le gouvernement qui est inquiété sur ses ailes que l'opposition. Il y a quelqu'un qui demande par SMS si Hérault est fichu. Un Premier ministre est toujours fichu. Hein. À partir du moment où il entre à Matignon, il sait qu'on a allumé la mèche et il va se consumer. Alors, il y a ceux qui se consument héroïquement et en dévouement pour la France. Oh là là, très joli. Ah, c'était involontaire parce que je ne pensais pas à lui. Ceux qui se sacrifient, c'est des premiers ministres comme Raymond Barre, c'est des premiers ministres comme Michel Rocard. Ils font le travail pour la France et ils se disent ça va marcher pour le pays, donc j'en tirerai du crédit pour la suite de ma carrière. Puis ça ne marche pas toujours. Il y a ceux qui se dépensent égoïstement, c'est-à-dire je suis à Matignon, c'est un tremplin vers l'Élysée. Vous avez par exemple Dominique de Villepin,
qui s'est comporté comme ça. Raffarin, par exemple, est beaucoup plus dans ceux qui se sont sacrifiés pour la France et pour leur président. Il s'est consumé. Et puis, il y a eu un modèle à part, mais dans des circonstances à part, c'est Fillon. Fillon ne s'est ni comporté en égoïste, je fais tout pour écraser le président et je vais viser l'Élysée, ni comporté en altruiste. Je m'use, je me sacrifie, je me détruis, mais c'est pour la France. Et peut-être que j'en aurai de la gratitude. Fillon, il est celui qui a réussi à... On a allumé la mèche, il l'a éteinte tout de suite. Il a duré 5 ans. Mais c'est peut-être dû au quinquennat, c'était le premier vrai quinquennat parce que celui de Chirac n'en était pas un, et puis c'est peut-être dû à l'hyperprésidence de Sarkozy. Donc peut-être que ce n'est pas par stratégie que Fillon s'est économisé, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix comme tactique. Mais imaginez un Fillon qui aurait refusé de rempiler à Matignon en novembre 2010. Il aurait dit non, moi le discours de Grenoble, les immigrés, tout ça, cette droite dure, ça ne me va pas. Je me retire sous ma tente, je ne dirai plus un mot, je ne veux pas handicaper la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, mais silence. Et bien là, au mois de juin, il sortait en disant « je suis candidat à l'UMP ». Il était vierge, il était relancé, tout le monde aurait dit il a eu raison de partir, la ligne prise en 2010 n'était pas la bonne. Je peux vous dire qu'il faisait qu'une bouchée de Copé, qui lui aurait été associée à la défaite. À vouloir rester sur le gâteau pendant 1 an et demi de plus, sans être vraiment solidaire du candidat Sarkozy, eh ben je pense qu'il a perdu beaucoup de son capital d'homme d'État et de recours, et c'est ce qui lui a coûté cher dans la campagne actuelle. Le président Hollande pense-t-il à le remplacer dans les mois qui vont venir là Manuel Valls, Moscovici? Alors, il peut toujours y avoir des accidents sur un Premier ministre. On apprendrait demain que les services secrets français ont fait sauter un bateau écologiste en Nouvelle-Zélande, qu'il y a eu 2 morts et que c'est Ayrault qui a donné l'ordre. Enfin, c'est Hollande qui a donné l'ordre, mais c'est Ayrault qui assume. Oui, évidemment. Il y a toujours des catastrophes. Un Premier ministre, c'est un paratonnerre, c'est un fusible. Mais si on met à part ce genre de circonstances exceptionnelles, Hollande restera fidèle à Ayrault. Il était clair dans sa conférence de presse. Moi, je l'ai vu 10 jours avant, il a été limpide. Il considère qu'Ayrault fait son travail, prend sa part d'impopularité, de fardeau, qu'il peut y avoir des semaines où il est adroit et des semaines où il est maladroit, mais il remplit le contrat de confiance que Hollande lui a confié. Donc le terme de l'action de Jean-Marc Ayrault, ce sont les municipales de 2014. Si elles sont désastreuses, Hollande sera obligé de le remplacer pour relancer son quinquennat. Si elles sont bonnes, on repart pour un tour jusqu'aux élections de 2015. S'il y en a en 2015, ça va dépendre du calendrier des régionales. Mais 2014, municipales européennes, c'est des rendez-vous très forts pour Ayrault parce que sanction des élections, bonne ou mauvaise, et puis sanction des résultats. Hollande a dit, en 2013, fin 2013, baisse du chômage, courant 2014, redressement de l'économie française. Si ça ne marche pas, il ne va pas dire aux Français, ah ben, je vous avais fait cette promesse, je me suis planté, je démissionne. Il va dire, je vous ai fait cette promesse, mon gouvernement ne l'a pas tenue, je change de gouvernement. Donc 2014, entre mars municipal et octobre-novembre, si les élections sont réussies mais que les résultats ne sont pas là, Ayrault va avoir son destin relancé ou arrêté. Après, tout dépend de la situation pour savoir dans quelle direction ira Hollande. Est-ce qu'il ira plus à gauche? Mais qui ira plus à gauche? À part Aubry, qui est de nature Premier ministrable, Aubry ou Fabius. Ou alors il ira plus à droite. Et là, il a un choix économique et social. Enfin, il a un choix économique, Moscovici, social, Sapin, régalien, Valls. Voilà. Après, le deuxième Premier ministre d'un président, c'est toujours une créature. Regardez, De Gaulle, Debré, mais après, il crée Pompidou, que les Français connaissaient peu. Quand vous avez Giscard, il a Chirac, imposé par le rapport de force, puis Raymond Barre. Mitterrand, il prend Mauroy, puis après, il invente, il crée, il offre au pays Fabius. Après, il prend Rocard parce qu'il n'a pas le choix, même s'il le déteste, mais il crée Cresson. Chaque fois, c'est comme ça. Chirac avait Juppé, et quand il s'est agi de remplacer Juppé, il a voulu prendre son fils cadet, le petit frère de Juppé, celui qui était chiracien, qui était le plus doué de la jeune génération, un certain Sarkozy. Mais patatras, entre-temps, Sarkozy avait trahi, il avait servi Balladur. Donc, exit, et donc Chirac fait la dissolution pour remplacer Juppé par Juppé. Mais les Français s'en rendent compte, donc ça ne marche pas. Et là, Hollande, peut-être qu'il tentera une créature. Et que donc on verra arriver à Matignon après Ayrault, quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas encore, qu'on ne citerait pas si on faisait la liste des premiers ministrables, mais qui a 1 an et demi, 2 ans pour percer. Ça peut être Emmanuel Macron, pourquoi pas? Il est à l'Élysée, il fait la stratégie économique, donc ça pourrait être lui. Alors il n'est pas élu, c'est gênant pour aller au Parlement, mais à Bruxelles on applaudirait. Vous voyez, c'est ce genre de stratégie qu'un président peut appliquer pour un deuxième choix de Premier ministre. Un homme ou une femme qui ne doit sa légitimité qu'à moi, président. Il est élu nulle part, il n'a pas de fief, il n'a pas de passé, c'est ma créature. On va peut-être aborder deux questions économiques. Ouais, justement, il y a quelqu'un dans la salle qui demande si vous pensez que François Hollande va évoluer sur le gaz de schiste
maintenant que les Verts sont... Enfin, c'est pas marqué, mais maintenant que les Verts sont affaiblis. Il n'y a personne au Parti socialiste qui est opposé au gaz de schiste. Ils sont tous pour le plus vite possible. Mais il y a d'un côté une conscience politique, c'est un clash majeur avec les Verts. Il y a déjà un aéroport à leur faire avaler, et après leur avoir fait avaler une centrale nucléaire. Donc, On pense à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a cette conscience politique, et puis il y a une conscience écologique partagée par tous les élus, c'est que la fracturation hydraulique est trop coûteuse pour l'environnement. Donc il faut chercher très vite les énergies, les technologies alternatives. Fracturation électrique ou infiltration de méthane. Le problème, c'est que les programmes de recherche qui ont été initiés dans ces directions-là, il n'y a plus d'argent. Donc l'argent, il faut le mutualiser au niveau européen. Ça va être sans doute la stratégie discrète industrielle de l'État dans les mois qui viennent. Une fois qu'on aura une technologie au point, eh bien sans doute, oui, Hollande dira on y va, en essayant d'obtenir l'assentiment des Verts. Or les Verts ne sont pas seulement contre les gaz de schiste, parce que ça casse l'environnement que de les exploiter. Les Verts sont contre toute énergie fossile. Ils sont pour des énergies renouvelables. Donc si on trouvait demain, pas du gaz de schiste, du vrai pétrole, comme on a trouvé en Guyane, là, sous nos pieds, place Dauphine, eh bien, ils n'en voudraient pas. Parce que pour eux, le fossile, c'est pas renouvelable, donc ça doit être laissé sous la terre. Mais avec l'état de la recherche, Hollande, de ce côté-là, a, à mon avis, au moins 2 ans et demi de tranquillité. La pression qu'il risque de subir, c'est l'environnement international. Quand on nous dira que dans tous les pays voisins, le prix du gaz est divisé par 10 grâce au gaz de schiste, les Français vont commencer à le réclamer. Mais pour le moment, 100 pas d'inflexion. ans de consommation de gaz, dit l'agence d'énergie. Sous nos pieds, en France. 100 ans de consommation de gaz. Donc c'est énorme. Il y a un truc qui protège Hollande. C'est qu'en France, quand vous achetez un terrain, vous ne possédez pas le sous-sol. Aux États-Unis, vous possédez le sous-sol. Donc si on trouve du pétrole sous nos pieds, sous les pieds de votre maison, sous votre jardin, c'est pas pour vous, c'est pour l'État. Donc on va vous mettre un derrick, on va vous mettre de l'huile partout, ça va fumer, ça va puer, ça va être dégueulasse, votre maison va perdre toute sa valeur et vous n'aurez pas un centime. Tandis qu'aux États-Unis, votre maison est dégueulasse, il y a du pétrole partout, mais vous êtes milliardaire. Voilà. Ceux d'entre vous qui aiment le théâtre connaissent peut-être Du vent dans les branches de Sassafras, qui est une pièce de René de Obaldia des années 50, qui raconte comment la famille Rockefeller résiste aux Indiens, et à la fin de la pièce, la famille Rockefeller trouve du pétrole sous son jardin. C'est ça les gaz de schiste. Peut-être une question donc, économique. Donc, c'est l'actualité brûlante de ces derniers jours, la perte du AAA de la France donc, à cause de l'agence de notation Moody's. Le gouvernement peut-il se cacher derrière l'héritage de Nicolas Sarkozy et François Fillon? Et que compte faire M. Hollande pour rassurer les marchés financiers? Je pense que l'excuse de l'héritage, du bilan, ça n'a pas marché au-delà du 14 juillet. Et je crois que la gauche fait une erreur à chaque fois dire on le fait à cause de nos prédécesseurs, on perd le AAA à cause de Sarkozy. Je pense que ça n'a plus aucune prise sur l'opinion. Même si l'opinion sait que la droite a échoué. Elle ne dit pas que la droite a bien travaillé, mais elle pense que l'excuse du bilan n'est plus utilisable. Néanmoins, ce n'est pas la perte du AAA qui est un problème. C'est l'éventuelle hausse des taux d'intérêt. On a perdu le AAA Standard & Poor's en janvier, les taux d'intérêt n'ont pas bougé. Ils se sont même améliorés. Donc là, c'est l'effet de Moody's qui va être important à suivre. Le fait que le FESF n'ait pas pu être organisé là dans les dernières heures, je ne suis pas spécialiste de finance et surtout pas de finance européenne, mais j'ai l'impression que c'est un signe inquiétant. Le mécanisme financier de sauvetage de l'Europe était fondé sur des taux pour la France dont les experts disent « Ah, attendons, ils vont bouger. Donc notre calcul est faux. » C'est ça qui peut être inquiétant. On emprunte plus cher, donc tous les calculs de la loi de finances, tout ce qu'on nous a dit sur les milliards économisés, tout ça est mort. Donc soit on fait 2% de croissance l'an prochain, soit il faut tout changer. C'est ça qui va être le juge de paix. Alors la droite se frotte les mains en disant à 2 agences sur 3 sans le AAA, les taux vont forcément monter. D'autres experts disent que non, disent que par rapport à l'Espagne, l'Italie, le Portugal, on est encore tellement mieux noté, tellement mieux géré que ça ne bougera pas, on restera collé à l'Allemagne. Mais là aussi, ça veut dire qu'on accumule au-dessus de nos têtes des nuages noirs qui font que le premier semestre 2013, c'est l'heure de vérité. Soit Hollande a raison, nos fondamentaux sont bons, la reprise mondiale arrive, la Chine, ils ont leur chef, les États-Unis, ils ont leur chef, la croissance mondiale repart, c'est du vent dans nos voiles, et donc, malgré nos manques d'efforts, malgré nos défauts, ça repartira, tout doucement. Soit il a tort, ces phénomènes extérieurs n'arrivent pas, et alors là, on est très mal, très très mal. Vous savez, c'est le bateau qui navigue vers les chutes du Niagara, et il regarde la météo, on lui dit il va y avoir un vent de face. Donc le type ne s'inquiète pas, il dit voilà, dans 1 heure j'ai le vent de face, et hop, je ne tomberai pas dans les chutes.
Puis d'un seul coup, on lui dit non, la météo s'est trompée, il n'y a pas de vent de face. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, on le saura au printemps 2013. On va un petit peu changer de sujet. Maintenant qu'on a parlé de l'économie, on va parler du mariage gay et du dernier couac du gouvernement aujourd'hui, avec la liberté de conscience dont a parlé le président. Le président n'aime pas le mariage en général, puisque le mariage est peut-être pour tous, mais pas pour lui pour l'instant. Le président n'a pas aimé la manière dont s'est engagé ce débat, puisqu'on a un débat gigogne. Mariage, pour les homosexuels, tout le monde était pour, y compris la droite, qui en juillet nous disait, Nadine Morano en tête, Raffarin en tête, ne recommençons pas l'erreur du Pax, la droite a été archaïque, là sur le mariage, c'est accepté. Les sondages d'ailleurs le disaient. Et puis après les gens ont dit, oui, non mais attendez, mariage, c'est pour les enfants qu'on se marie, donc adoption. Là, ça a commencé à tiquer. Et puis d'autres, venus de la gauche, venus des écolos, ont dit, mais attendez, GPA, PMA, gestation pour autrui, procréation médicalement assistée. Ah bah oui, comme pour les couples hétéros. Et là, Hollande a dit stop. Non, non, on fait mariage et adoption, mais pas plus. Et la tension s'est faite entre une droite dure qui refuse tout, une droite du milieu et une gauche majoritaire qui veut mariage et éventuellement adoption, et puis une extrême gauche ou des ultra-libertaires qui veulent tout. Et là, on est bien coincé. Parce que l'erreur, là aussi, c'est de ne pas avoir fait passer ça en juillet. Ça aurait été voté, mais comme une lettre à la poste. La droite n'était pas en état de s'y opposer. Et là, Hollande se trouve bien coincé. Coincé vis-à-vis des maires, et donc de la population la plus concrète qui soit. Coincé parce que surenchère à sa gauche et surenchère à sa droite. Coincé parce que la rue commence à se mobiliser. 100 000 personnes, si les chiffres sont justes, au total en France, dimanche et samedi dernier, c'est pas mal quand même. Hein. Ça commence à faire une revendication. Raffarin me disait qu'il a été estomaqué dans les meetings de Copé de voir à quel point les militants étaient contre le mariage homosexuel. Il m'a dit qu'il revenait d'un meeting dans l'Ouest où tout le monde lui a dit mais on se retrouve tous dimanche à Nantes pour la grande manif. Donc il s'est durci, lui, sur ce thème-là à cause de ce qu'il a vu de son électorat. Là-dessus, Hollande, pour, a priori, décontracter l'atmosphère, dit liberté de conscience. Et là, oulala, à mon avis, il ouvre la boîte de Pandore. D'abord parce qu'il calme aucun camp. Il excite ceux qui sont pour le mariage homo sur le thème « ça y est, c'est encore une reculade, faut qu'on revendique plus fort, ils vont encore nous trahir ». Et il excite la droite de la droite, Boutin a tweeté dès cette nuit, sur le thème « allez, encore un effort camarades, on va voir le référendum ». Il commence à céder. Continuons à manifester. Donc Hollande a fait une vraie faute tactique. Quand vous commencez à montrer que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, la meute se déchaîne. Et puis surtout, liberté de conscience. Pour un maire, liberté de ne pas appliquer la loi au nom de ma conscience. Mais alors, c'est ce que me disait Xavier Bertrand sur mon plateau ce matin. Je suis un maire catholique. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. On se repose. C'est marqué dans la Bible. Eh bien, j'interdis l'ouverture des commerces le dimanche. Je fais un décret, pas de boulangerie, les chauffeurs de taxi n'ont pas le droit de travailler, au nom de la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Liberté de conscience de dire, ah, cette maison, elle me plaît pas, donc je refuse le permis de construire. Voilà. Non, tout le dossier est bon, la loi est respectée, le terrain est constructible, mais moi, les volets jaunes, j'aime pas. Donc je refuse le permis de construire. On ne peut pas donner la liberté de conscience à des OPJ, des officiers de police judiciaire, et les maires sont des OPJ. Alors ils peuvent refuser des mariages déjà, notamment quand ils soupçonnent un mariage blanc, ou quand ils ont l'impression que la mariée, c'est souvent la mariée, n'est pas vraiment d'accord et que c'est un mariage arrangé. Ils n'ont pas le droit d'avoir des preuves. Sur leurs propres sentiments, ils peuvent dire, attendez, moi, OPJ, je ne prends pas ce risque, je transmets à la préfecture, au tribunal administratif, je n'assume pas. Mais là, c'est leur donner le droit de faire ça, non pas sur ce que cachent les gens. Ouh, là, vous, c'est un mariage blanc arrangé pour que monsieur ait des papiers, ou madame. Non pas sur ce que cachent les gens, mais sur ce que montrent les gens. Vous êtes homosexuel, vous ne serez pas marié dans ma ville. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Je pense que là, il a fait une vraie bêtise. Et justement, l'omniprésence des thèmes sociétaux, donc on parle notamment du mariage gay, c'est pas justement un moyen de cacher un peu... ce serait pas un peu l'arbre qui cache la forêt? On ne parle plus du tout des thèmes économiques, la compétitivité. C'est pas un moyen de se défausser? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas que François Hollande cherche des diversions en créant des polémiques sociétales pour qu'on n'ait pas des polémiques économiques et sociales. D'abord parce qu'il a les deux. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a assez de place dans les médias et dans la tête des gens pour qu'on soit mécontent de la fiscalité, mécontent de telle ou telle réforme sociétale. Et en plus, je crois vraiment que pour lui, c'est un problème de temporalité de son action. Il y a des réformes qui se font vite, il y a des réformes qui se font lentement. Honnêtement, le rapport Gallois, en quoi était-il nécessaire?
Tout était sur la table depuis des mois et des mois. Le 14 juillet, Hollande aurait dit « je fais ceci, je fais cela », comme il l'a dit à la conférence de presse. Personne ne lui aurait dit « oulala, tu vas trop vite ». Il s'est trompé de timing. Il a nommé des commissions en croyant que c'était moderne, et il a perdu du temps. La commission Jospin, c'était la semaine dernière, elle est morte, on n'en parle déjà plus. Il fallait évidemment annoncer des décisions dès juin-juillet, et pas nommer des commissions. Il a fait une grosse erreur de timing. Alors nous allons encore vous poser une question qui a été posée par SMS. Il y a une question qui n'a aucun rapport avec ce dont on parlait avant, mais c'est selon vous, à quoi sert le clivage gauche-droite? Le clivage gauche-droite, N'est-il pas un petit peu mort aussi non, le clivage gauche-droite, il permet de résoudre un problème arithmétique très simple, et très simple. C'est que le jour du deuxième tour de la présidentielle, vous en avez deux, vous en gardez qu'un. Et donc vous êtes dans un clivage gauche-droite. Après, ce que vous mettez sous l'étiquette gauche d'un type qui s'appelle Hollande et l'étiquette droite d'un type qui s'appelle Sarkozy, ou bien ce que vous mettez sur l'étiquette droite, pas complètement à droite, avec des aspects de gauche qui s'appellent Chirac, et extrême droite qui s'appelle Le Pen, ou bien droite molle, notable conservatrice qui s'appelle Poher, et droite moderne, libérale, industrielle et bancaire qui s'appelle Pompidou, comme en 69. Ça, c'est un autre problème. Et en effet, ces clivages-là de contenu, ils sont largement caducs depuis 89. Mais à un moment donné, vous avez Dupont et Durand. C'est parfois même Dupont avec un D, Dupont avec un T, tellement ils sont proches. Mais c'est parfois Martin et Ursule, donc c'est très différent. Et ça, c'est un clivage binaire, donc c'est gauche-droite. C'est gauche-droite. Parce qu'après, ils font des législatives et vous avez un hémicycle avec de la gauche et de la droite. Et ça, depuis la Révolution française. Donc ce clivage, il perdure. Mais il perdure dans les familles, dans les bandes de copains. « Oh, toi, t'es de droite. Oh, bah, tu dis ça, t'es de droite. » Alors c'est très compliqué parfois. Moi, je le vois à l'Express et je m'en délecte. On s'est fait accuser d'être de droite parce que depuis la fin de l'été, même le milieu du mois de juillet, on est très dur avec Hollande. Le fameux Hollande bashing. Le Hollande bashing. On a même fait une et si Sarkozy avait raison. Donc, ah, vous êtes de droite, vous êtes de droite. Puis d'un seul coup, je sors un édito en étant pour le mariage homo, l'adoption, la GPA et la PMA. Donc là, d'un seul coup, je reçois des courriers de gens qui me disent « vous êtes affreux, vous êtes abominable », je me désabonne. Donc quand on est non partisan comme l'Express, on perturbe les gens. On a été atrocement dur avec Sarkozy sur la justice et complètement derrière lui, comme vous le disiez, derrière la Libye. Donc quand vous n'êtes pas dans un camp, vous perturbez vos lecteurs, vous perturbez vos amis. Mais t'es de gauche, je croyais que t'étais de droite. Voilà. C'est comme le cannabis en vente libre. Si on est pour, on est de gauche. C'est idiot. On peut très bien être pour la régularisation du cannabis et être de droite. On peut très bien en fumer et être de droite. Et pourtant, quand vous dites « ah ouais, moi je suis pour la dépénalisation du cannabis », les gens se disent « tiens, lui, il est de gauche ». Donc c'est quand même un système binaire qui fonctionne dans la mentalité collective. Après, le contenu, être de gauche, c'est plus être marxiste. Être de droite, c'est plus être gaulliste. C'est des choses beaucoup plus compliquées. Il va de soi qu'il y a des libéraux, plus libéraux au PS, que dans certains recoins jacobins et étatistes de l'UMP. J'ai tendance à penser que Valls et Moscovici sont plus libéraux que Fillon. Justement, le clivage, il se ferait pas justement sur les valeurs, en fait. On est conservateur, plutôt libéral. Je crois qu'ils sont à chercher dans d'autres mots, les clivages. C'est des clivages de méthodologie. Être jacobin ou girondin, étatiste ou décentralisateur, c'est très important aujourd'hui. Et vous avez des jacobins à gauche et des girondins à gauche. Donc ça, c'est important pour la méthode d'application des réformes. Parce que vous ne ferez pas les mêmes réformes, vous ne ferez pas de la même manière. Donc je ne dirais pas que c'est des valeurs, mais plus des méthodes. Après, vous allez avoir des fondamentaux sur, par exemple, le vote des étrangers, donc la citoyenneté, donc l'identité nationale. Oui, vous allez avoir quelque chose qui nous rattache très, 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 très vite à la philosophie politique. Mais finalement, ce n'est pas ce qui est le plus important dans notre vie quotidienne. C'est beaucoup plus important, finalement, de savoir s'il y a des gens qui sont pour la relance par la fiscalité et la dépense publique, ou bien par la rigueur et les économies budgétaires. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit, on est soit de droite, soit de gauche, souvent en France, entre amis. Quel avenir voyez-vous pour le MoDem qui est ni de droite ni de gauche? L'avenir du MoDem est derrière lui. Hein. Ça, c'est évident. Le MoDem est une aventure qui a échoué. Alors le MoDem et Bayrou, c'est pas tout à fait pareil. Bayrou a fait un pari après la présidentielle de 2007. Ce pari était simple, la gauche va exploser.
il y a plusieurs partis socialistes irréconciliables. Ils viennent de perdre une deuxième fois la présidentielle. Que dis-je, depuis 88, ils n'ont plus de président. Ils vont exploser. Par ailleurs, ils sont bouffés par leur extrême gauche. Olivier Besancenot est en pleine forme. Et par le centre, moi, Bayrou, je vais les dévorer. Quelques mois après, le PS n'a pas explosé, malgré le congrès de Reims, parce que la cagnotte, elle est là. Donc on reste ensemble, même si on se hait. Besancenot s'est lancé dans l'aventure du NPA. Ça s'est effondré. Il s'est trompé. Il a voulu transformer un mouvement intellectuel parisien en mouvement de masse des banlieues et de l'immigration. Il s'est planté. Et Bayrou se plante aux élections municipales. Donc ce premier calcul de Bayrou échoue. Il se dit, c'est pas grave, j'ai pas pu prendre la tête du PS comme Mitterrand en 71 en venant de l'extérieur. Le PS m'a résisté, mais l'UMP est en train d'exploser. Les gens haïssent Sarko, le sarkozysme c'est fini, l'UMP va vouloir changer de chef, il leur faudra un chef plus présentable. Mon livre contre Sarko s'est vendu fortement. Je vais être l'homme de l'anti-sarkozysme et je vais reconquérir la droite. Et aux européennes de 2009, il se plante. Et il est broyé entre une droite qui reste sarkozyste. Personne n'a rejoint le MoDem après le discours de Grenoble. À part Ramayad qui est parti au Parti radical. Avec combien d'électeurs? Et personne n'est sorti du PS malgré les haines successives, l'affaire Strauss-Kahn, la primaire, etc. Donc les deux paris de Bayrou se sont trompés. Il a choisi son camp au soir du 6 mai, enfin avant le 6 mai, en disant « je vote Hollande ». Il a dit de Hollande qu'il avait fait une formidable conférence de presse. Bayrou cherche à entrer au gouvernement. On cherchait tout à l'heure les seconds souffles possibles pour Hollande en 2014. Bayrou, Premier ministre, non. Mais Bayrou au gouvernement, dans un gouvernement PS qui ne serait plus ouvert vers sa gauche, les Verts, mais vers son centre, les radicaux et Bayrou, pour bloquer l'UDI, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépendra des circonstances. Mais entre Bayrou et Hollande, il n'y a plus rien qui fâche. Il n'y a plus de cadavres qui les empêcheraient de travailler ensemble. Donc le MoDem, c'est fini. Bayrou peut encore avoir un retour. N'oublions pas que Mitterrand a fait l'ouverture à des gens comme Jean-Pierre Soisson, membre de l'UDF comme Bayrou à l'époque. N'oublions pas que De Gaulle, en 1958, avait pratiquement toutes les formations politiques dans son gouvernement. Les circonstances, surtout si elles sont graves, obligent à élargir les majorités. Il va de soi que Hollande peut s'élargir facilement vers Bayrou, plus facilement que vers Mélenchon en ce moment. Après avoir tant parlé de la France, nous allons passer à l'étranger un petit peu. Et il y a quelqu'un dans la salle qui a demandé « et Gaza dans tout ça ?» Donc, que pensez-vous de la situation en Israël en ce moment? D'abord qu'il ne faut pas se contenter des images que l'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les frappes israéliennes et on voit de temps en temps des roquettes du Hamas. Il faut dépasser ça. Je vous recommande la lecture de la chronique de Christian Macarian dans l'Express cette semaine, mais aussi, même si elle est plus engagée, moins experte, moins indépendante, le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy dans Le Point. Que nous disent les gens qui connaissent vraiment la situation? C'est qu'il s'est passé un mouvement au sein du Hamas. C'est que le chef extérieur du Hamas, qui vivait en Syrie, a dû quitter la Syrie et prendre ses distances avec Bachar el-Assad et a prôné donc la modération, en allant notamment s'installer en Égypte. Et donc il a changé de stratégie. Et de l'intérieur de Gaza, le Hamas de l'intérieur, était lui pour une ligne beaucoup plus dure et a donc provoqué les incidents qui tombaient idéalement pour un Netanyahou qui est en campagne électorale et qui a donc besoin de montrer que le danger est gros et qu'il est le seul rempart. Donc, danger iranien, je vais attaquer, ils ont la bombe. Danger palestinien, danger Hamas. Et le Hamas a aussi besoin de Netanyahou pour survivre? Bien sûr, les extrémistes ont besoin les uns des autres. Pas tout le Hamas. Le Hamas qui a décidé d'arrêter la normalisation, la banalisation du Hamas pour rester dans un Hamas de guerre, dans un Hamas de terrorisme. Ils sont extrêmement divisés. En essayant de profiter d'un malaise dans le printemps arabe et de pousser islamistes dans de nombreux pays concernés par le printemps arabe. Une des clés, elle est en Égypte. Morsi est extrêmement complexe. Il est islamiste dur, il est allé en Iran tout de suite se faire adouber, mais quand il va en Occident, y compris dans cet Occident, parce que c'en est un pour eux qui est la Chine, il tient des propos très différents, il cherche la respectabilité, il cherche la durée, il cherche à être un raïs, comme Nasser, comme Sadat et comme son prédécesseur. Il cherche à être dans cette durée donc respectable pour le monde, et il cherche à être dans la dureté, l'intensité pour que tout passe par lui. C'est très compliqué, très très compliqué. Et exactement comme les élections américaines et chinoises ont bloqué beaucoup de choses dans l'évolution économique du monde, l'élection en Israël fausse beaucoup de choses dans ce qui se passe. Et on est peut-être qu'au début, parce que Netanyahou, il commence fort. Le premier acte
de campagne de Netanyahou, ça a été de prendre en otage François Hollande. Il l'a dit d'ailleurs. Il s'est fait piéger dans une opération électorale à Toulouse. L'hommage aux victimes de Mera était une opération électorale de politique intérieure israélienne, avec la caution involontaire de Hollande. Donc Netanyahou est prêt à beaucoup de choses, hein, il l'a montré aussi dans l'élection américaine, pour s'assurer la victoire en janvier prochain. Justement, une question portée aussi sur l'ordre international. On demande par SMS que pensez-vous de la réaction d'Obama. Et justement, dans le prolongement, l'élection du nouveau chef de la République populaire de Chine n'était pas finalement beaucoup plus importante et beaucoup plus cruciale que celle d'Obama. La présidentielle, si on peut l'appeler comme ça, en Chine, c'était l'événement important de 2012, c'est sûr. Plus qu'Obama, qui est coincé par sa cohabitation et coincé par sa falaise de dette, le mur de dette qui l'empêche de manœuvrer, est évidemment bien plus importante que l'élection en France. Maintenant, qu'est-ce qui est sorti du choix d'un chef en Chine ? Mystère, parce que d'abord, on a vu des épisodes sanglants. Hein, il y a quand même eu un type traîné devant les tribunaux, il y a eu des morts, on n'a sans doute pas tout vu. On en sort avec un conservateur, donc il va continuer la politique d'ouverture, mais aussi une politique de monnaie sous-évaluée pour l'exportation. Si on en reste à notre regard français, le nouveau chef de la Chine, il est fortement pro-germanique, c'est embêtant. Mais ça n'en fait pas un anti-européen, c'est rassurant. Et je ne pense pas néanmoins que son but, ça soit le G2, c'est-à-dire États-Unis et Chine, on pilote le monde. Je pense qu'il est beaucoup plus nationaliste que ça. Mais c'est encore un peu tôt pour dire. Ce qui m'inquiète, c'est la faiblesse de la France dans tout ça. On n'a rien à dire aux Chinois et on n'a personne pour le dire. Le seul ministre qui est allé en Chine, avant d'être nommé ministre, c'est Fabius. Il y a aussi Ségolène Royal sur la Oui, mais il n'est pas Chine, ministre. Ouais. Il n'est pas ministre. Et je ne suis pas sûr que son voyage ait laissé des traces mémorables. La bravitude en est un exemple. Donc comment la France peut-elle se rebrancher sur la Chine ? Sachant qu'il y a toujours 3-4 militants droits de l'hommisme pour dire « et le Tibet, et le Tibet ». C'est tout à notre honneur. À la fois, c'est une erreur, à mon avis, géopolitique. Et puis je pense que le régime religieux tibétain, la théocratie tibétaine est tout sauf idéale. Mais ce n'est pas une raison pour torturer les bons et les laisser s'immoler. Là-dessus, c'est un de mes rares points communs avec Mélenchon. On est tous les deux anti-Dalai Lama. C'était une digression. Mais oui, c'était l'événement le plus important. Maintenant, qu'est-ce qui va en sortir ? C'est un monde en soi auquel on ne comprend rien et dont on ne contrôle rien, la Chine. Je suis pas loin de penser que c'est un système chaotique. C'est-à-dire qu'il trouve son équilibre par son chaos et pas par sa direction. Voilà. Maintenant, c'est un nouveau siècle avec un nouveau régime, c'est-à-dire c'est tout le communisme et tout le capitalisme. Le capitalisme le plus débridé, Shanghai en est un exemple, et le communisme le plus absolu, on fusille des gens quand ils sont corrompus. Et quand on n'est pas dans le bon clan du parti, on est dégradé, destitué, détruit. Donc jusqu'où on va aller avec un modèle comme ça qui rassemble les deux antagonismes, les deux modèles antagonistes du XXe siècle ? C'est curieux quand même. Alors, on va encore poser une question du public et après passer aux questions directes avec le public. Nathalie Kosciusko-Morizet s'était laissée piéger par le prix d'un ticket de métro. Et vous, le prix d'un abonnement à l'Express ? Mais il n'y a pas de prix pour un abonnement à l'Express. Il y a tous les prix. Vous pouvez avoir pour 12 € 15 numéros. Vous pouvez avoir, si vous le choisissez, le cadeau maximum. Non, on veut une réponse. Attendez, si vous voulez la tablette, vous allez être à 52 € pour un an, ce qui est déjà pas cher. Vous pouvez aussi choisir au forfait sur iPad, donc dans les kiosques numériques, pour très peu d'argent, 19,99 €, vous avez 300 titres. Donc on est dans un marché privé, donc tout se négocie. Tout se négocie. Je suis sûr qu'ici, dans une université comme la vôtre, il y a des abonnements gratuits. Parce qu'on considère que vous êtes nos futurs lecteurs, donc on fait grâce de quelques abonnements. Si vous êtes abonné depuis très longtemps et que vous renouvelez votre abonnement systématiquement, on va être très peu généreux avec vous. On va vous faire payer le prix. Si vous vous êtes désabonné, qu'on veut vous rattraper, on va être très généreux avec vous. On va vous faire une offre, voire on va vous l'envoyer gratuitement pendant 2 mois pour essayer de vous raccrocher. Toutes les pratiques, même les plus condamnables, se retrouvent dans la pratique du prix de la presse. Mais c'est très important ce que vous dites là, parce qu'on est dans la crise d'un business model. La crise d'un business model, c'est quoi ? On sait ce qu'on touche en kiosque, 3,50 €, mais il faut payer
toute la filière de la distribution, il me reste 1,10 €. C'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il reste dans la poche du kiosquier très peu d'argent. Donc ils ne peuvent pas en vivre. Alors soit ils vendent des cigarettes, des jeux de la Française des Jeux, des colifichets, des bonbons, des jouets, soit ils crèvent. Donc ce modèle-là, il dépérit. Pas grave, on a inventé la publicité. Et quand il y a de la publicité en masse, en fleuve, on peut améliorer les marges des distributeurs et avoir un prix qui attire les lecteurs. Patatras, crise de la publicité. Parce que crise économique, parce que la publicité a beaucoup d'autres médias moins chers. Internet, mais aussi les chaînes d'infos, etc. Bon, ben, c'est pas grave. On va nous aussi se mettre sur Internet et avoir de l'audience. On est quand même à plus de 2 millions de visiteurs uniques par semaine sur le site de l'Express. Ça fait un total, puisqu'il y a des doublons de semaine en semaine, des duplicata, on est à 7 millions, 7 millions 5 par mois. C'est énorme comme audience. Donc on va la vendre. Mais l'audience quantitative d'Internet est tellement énorme avec tous les sites que la valeur de la pub est faible. Donc on a beaucoup de pubs parce qu'on a beaucoup d'audience, mais elle est payée pas cher. Donc on va faire des packaging, print plus web, multiprint en alliance avec d'autres journaux, multi-web, plus d'autres médias audiovisuels. C'est devenu d'une complexité totale. Mais on perd d'un côté, on ne crée pas assez de l'autre. Donc la crise de la presse depuis 15 ans, c'est ça. De vieux business models meurent, c'est la vie, c'est comme ça, c'est schumpeterien, c'est très bien. Mais ceux qui naissent à côté créent moins de valeur. Alors j'ai deux solutions. La valeur qui manque, les recettes qui manquent, je vous fais payer, j'augmente mon prix, mais là vous achetez plus parce que c'est trop cher. Surtout qu'au passage, vous payez surtout la CGT Livre et pas beaucoup l'Express. Soit, si je ne vous fais pas payer vous, je baisse mes coûts. Donc je négocie le papier, je négocie les salaires de mes journalistes, j'ai moins de journalistes, ils sont moins bien payés, mais s'ils sont moins bien payés, fatalement, au bout d'un certain temps, ils sont moins bons. Et au lieu de devenir journalistes, ils deviennent comptables, gestionnaires, commerciaux, médecins. Un vrai cours d'économie dauphinoise. Et si j'ai de mauvais journalistes, je fais un mauvais journal. Et voilà, etc., etc. Donc cette spirale-là, moins de recettes, donc moins de coûts, donc moins de qualité, on a du mal à en sortir. Alors il y a une solution pour en terminer. Il y a une solution. C'est plutôt que de vendre le journal exemplaire par exemplaire à nos lecteurs, je vais vendre mon journal comme entreprise à un actionnaire riche. Dassault, Pinot, Arnaud, les rimes en haut, d'autres aussi, hein. Un Qatari, un Russe. Simplement, le Qatari, il va me demander de ne pas écrire sur le Qatar, de ne pas être trop voile islamique. Dassault, il va me demander de ne pas écrire sur le Rafale, qu'il a du mal à vendre. Arnaud, il va me demander de ne pas trop écrire sur l'exil fiscal ou sur le luxe, ou de moins de faire attention. Et c'est légitime, c'est légitime. Et donc là, vous ne perdez pas d'argent, vous pouvez perdre votre indépendance. Et même si les actionnaires ne demandent rien, faites votre métier, je ne vous demande rien. Les lecteurs vont me dire, attends, vous allez me dire, attends, mais t'es possédé par Dassault, comment veux-tu qu'on te croie quand tu écris que le Rafale est un avion formidable? Et ça, c'est un vrai problème en France. Il n'y a pas d'actionnaire de presse qui ne vit que de ça, qui en vit bien et qui peut être indépendant. Il y a Bertelsmann en Allemagne, il y a Condé Nast ailleurs, et il n'y en a pas en France. C'est pour ça que nous, notre actionnaire, il est belge. Mais il est pauvre. Et donc, c'est sur, on va donc passer aux questions dans le public. Bonjour. Et le ticket de métro, c'est 12,20 € le carnet de 10. Mais moi j'ai un pass Navigo, 53 € par mois. Bonjour Monsieur Barbier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conseillers qui sont à l'Élysée? Et est-ce qu'ils ont une influence aussi importante que sous Sarkozy? Comme des noms comme qu'on voyait avant, comme Guénaud. Ils ont une influence aussi importante que sous Sarkozy, ils ont moins de visibilité. Sarkozy avait laissé la parole à ses conseillers. On avait, dès le début, en interview à la radio, le secrétaire général Claude Guéant, La Plume, Henri Guénaud, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il s'est un peu calmé par la suite. Ça, c'était inédit. Et Hollande n'a pas reconduit cela. Vous n'avez pas de conseillers dans les médias. Très, très peu, même qui parlent à visage découvert dans de la presse écrite, avec laquelle on peut avoir des rapports plus contrôlés, où les mots n'échappent pas. Le secrétaire général, vous ne l'avez pas vu, on ne connaît même pas sa tête. Macron, pareil, il y a eu des papiers sur lui, mais il n'y a pas eu des papiers de lui. Donc ils sont très discrets. Ils sont quand même très influents. Ça a été une des erreurs de Hollande, c'est de penser que l'hyperprésidence, c'était Sarkozy. Non, l'hyperprésidence, c'est le quinquennat. C'est le quinquennat qui fait que les législatives étant organisées dans la foulée de la présidentielle, les députés ne sont que les exécutants du président, qu'ils doivent être sûrs que le président soit réélu pour eux-mêmes espérer l'être, pour une bonne partie d'entre eux, et que donc l'hyperprésidentialisation, elle s'est faite dans cette soumission
du temps législatif au temps présidentiel. Avant, il y avait 5 ans pour les députés, 7 ans pour le président. Donc le député disait au président, attends, moi dans 5 ans, j'y retourne devant les électeurs. Donc déconne pas. Ton Premier ministre, s'il n'est pas bon, je le mets en minorité, je le vire. Et donc je m'adresse au Premier ministre et je lui mets une pression maximale. Parce qu'avant la présidentielle, il y aura ma législative. Maintenant, c'est fini. Donc le député dit au président, faut que tu sois réélu. Faut que tu sois réélu. Le Premier ministre, il ne compte plus. Donc pour que tu sois réélu, il faut que tu sois populaire. Pour que tu sois populaire, il faut que tu fasses de la bonne communication. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a inventé l'hyperprésidence. Sarkozy y a ajouté son style excessif. Je saute sur tout ce qui bouge. Un fait divers par-ci, un événement par-là. Casse-toi pauvre con, le bling-bling. Hollande n'est évidemment pas du même bois. Mais l'hyperprésidence, elle s'impose à lui. Et elle s'impose de plus en plus. On vient de l'illustrer. La conférence de presse, la liberté de conscience. Tout part de la parole présidentielle parce qu'on est en régime hyper-présidentiel. J'ai écrit un édito au début de l'été en disant il essaye d'être l'hypo-président. Non pas l'hypo HYPO, c'est-à-dire en dessous, mais l'hypo HI2PO, comme un hippopotame. C'est-à-dire, je suis caché sous l'eau, il y a juste mes yeux, et je surveille tout. Et ça, c'est pas tenable. Donc l'hippopotame est sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau le 9 septembre pour aller sur le plateau du 20h de TF1. Voilà. Et là, il s'est pris des cailloux en sortant de l'eau. Donc. Mais bon, maintenant, l'hippopotame court. Et l'hippopotame est un animal redoutable. Bonjour Monsieur Barbier. Bonjour. Moi j'aurais une question par rapport à votre... je voudrais revenir juste sur le gaz de schiste. Est-ce que vous pensez que la réaction française par rapport au gaz de schiste, elle est assez similaire à la façon de penser qu'on a eue par rapport aux OGM? Oui. Ou est-ce qu'il y a des différences majeures selon vous? Non, elle est exactement similaire parce qu'on est la nation la plus victime d'un mal contemporain terrible qui s'appelle le principe de précaution. On est tellement atteint qu'on l'a mis dans notre Constitution. Le principe de précaution, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose qui n'est pas dans « je calcule le risque et je prends un risque calculé ». Il est dans l'idée « je refuse de risque ». Donc tant que vous ne m'aurez pas prouvé que c'est risque zéro, j'y vais pas. Donc vous violez tous les jours le principe de précaution, puisque vous traversez la rue. Alors vous êtes dans un risque calculé, parce que vous êtes des jeunes gens bien élevés, vous traversez la rue au feu vert pour les piétons, en regardant à droite et en regardant à gauche. Ça, c'est le risque calculé. Maintenant, vous pouvez vous dire, bon, j'ai 20 ans, je cours vite, je traverse au rouge, la voiture est assez loin. C'est un risque plus grand, mais toujours calculé. Ce que vous refusez, vous avez raison, c'est le risque subi. Je ferme les yeux, on me bande les yeux, on me pousse et je dois traverser la rue, je ne sais pas où sont les voitures. Ça, vous ne le faites pas, ça. Voilà. Ou alors les soirs où vous rentrez bien allumé d'une fête étudiante et vous avez parié 5 000 €. Mais je vous recommande de ne pas le faire. En mettant le principe de précaution, on est passé dans l'idée que même quand le feu est vert, je ne traverse pas. Parce que on ne sait jamais, une voiture peut griller le feu, je ne traverse pas. Donc j'attends qu'on ait supprimé les voitures de l'avenue. Non. J'attends qu'on ait interdit l'usage des voitures en France. Non. J'attends qu'on ait creusé un tunnel sous l'avenue. Voilà. Et donc on ne fait plus rien. Et donc ce pays est en train de mourir du principe de précaution. C'est vrai pour les OGM, où on ne fait pas ce qu'il faut, ce qu'on peut faire en étant raisonnable, critique après un débat. On ne fait rien. On n'a pas le droit d'en parler. Et c'est vrai pour les gaz de schiste. Si vous dites, les gaz de schiste, il faudrait quand même regarder si c'est pas intéressant, il faudrait déjà regarder s'il y en a sous nos pieds, vous êtes déjà allé trop loin. Donc on est dans cet état obscurantiste où on ne veut même pas savoir si on en a sous nos pieds. Donc non seulement on se prive des gaz de schiste, mais surtout on se prive des ingénieurs qui vont inventer le mode d'extraction du gaz de schiste propre. Alors qu'on a tout pour être la meilleure nation du monde. Puisqu'on ne fait pas le facile, je mets de la flotte, je pollue tout, mais je prends le gaz. On pourrait faire le difficile. Je vais inventer le mode propre. Et toute la planète, dans 15 ans, va m'acheter ma technologie et mes ingénieurs. Et c'est comme ça que la France est devenue, grâce à Polytechnique et quelques autres écoles, une nation majeure de la seconde révolution industrielle. On avait raté la première. C'est ça qu'on est en train de rater. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'usines, qu'il n'y a plus d'industrie, que le déficit commercial extérieur s'effondre. Tout part de là. On ne veut plus de l'aventure. Il y a une mer, il doit y avoir un continent derrière, j'affrète un bateau et je m'appelle Christophe Colomb. Voilà. Alors je fais gaffe, je prends des provisions, j'essaye d'avoir un sextant, je peux faire demi-tour, mais j'y vais. Non, nous, on attend que d'autres aient découvert l'Amérique. Et on croit qu'ils vont nous en faire profiter. Ah non, ils vont nous esclavagiser. Nous esclavagiser, c'est ce qu'ils vont faire. Donc c'est une erreur majeure, le principe de précaution, dans toutes les données. Il faut des règles. Sinon, l'absence de principe total de précaution, c'est les produits structurés financiers, c'est les subprimes. Donc il faut qu'on soit dans notre expérience, je calcule mon risque, mais dans notre audace, je veux le risque, je cours le risque. C'est fou. Le Vendée Globe, c'est mené par des Français. Il n'y a pas plus risqué que ça.
C'est gratuit, ça rapporte rien, mais là, l'exploit, on le fait. Mais les gaz de schiste, il y a peut-être 500 000 emplois, il y a peut-être 20 ans de prospérité, il y a peut-être un deuxième âge pour la France de prospérité industrielle, on ne le fait pas. Et quand on acceptera de le faire, d'autres auront inventé les technologies, donc on devra leur acheter les technologies. Donc ça va quand même nous coûter cher. Donc on est malade, mourant à mon avis du principe de précaution. Le public a l'air assez timide. Hein. J'ai repéré une petite question tout à l'heure. J'aimerais bien vous poser une question sur la Grèce, en fait. Alors, on a décidé, je ne sais plus si c'était en suspense, de redonner encore une fois des milliards à la Grèce. Est-ce qu'il ne serait pas temps de liquider notre position et d'arrêter de donner de l'argent pour récupérer leur argent qu'on l'a prêté, sachant qu'on ne l'aura jamais parce qu'il ne faut pas les efforts nécessaires? Quand j'écoute les experts, on nous dit que s'il y a 2 ans et demi, 3 ans, on avait réglé le problème de la dette grecque, ça aurait coûté quelques dizaines de milliards d'euros, et que là maintenant, c'est quelques milliers de milliards d'euros qu'il faudrait faire. Moi, je pense que la Grèce, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est une toute petite partie du PIB, que de toute façon, c'est un pays qui est fichu pour au moins une génération. On le voit non seulement à l'état des finances, mais on le voit à la dégradation du système sanitaire. On le voit, l'exode qui va toucher la jeunesse. On le voit au fait que c'est devenu une terre d'immigration sauvage, parce qu'ils ne sont plus en mesure de contrôler leurs frontières. Et quand un pays devient pauvre, il demeure quand même intéressant pour les plus pauvres, encore, et qui y viennent, en se disant, nous, on fera la différence là-dedans. Donc je pense que ce pays-là, il est dans une phase de déclin et de décrépitude longue. Donc l'attitude que nous allons avoir vis-à-vis de la Grèce, c'est une attitude caritative et policière. Policière pour que ça ne nous amène pas à nous de la mafia, du terrorisme, tout ce qui va s'y développer. Et caritative parce qu'il faudra les aider, les nourrir peut-être, parce qu'ils vont peut-être avoir des problèmes pour juste se nourrir, et les soigner. Parce que leur système d'hôpital va exploser en vol. Donc c'est Médecins du Monde qui va s'occuper de la Grèce. Pourquoi est-ce que c'est à nous de payer quand on n'est pas le Mali, hein? Alors c'est à nous de payer parce que la Grèce c'est nous. C'est nous depuis Périclès, d'abord, cet héritage-là. Et c'est nous parce que c'est à nos portes. Nous avons payé pour Sarajevo en arrivant à en finir avec cette guerre. Pas parce qu'on avait le pitié pour ces pauvres Bosniaques. Parce que si on n'interrompait pas cette guerre, elle était chez nous un an après. Nous avons payé pour le Kosovo pour la même raison. Nous avons payé très cher, très très cher, pour tenir les communistes à distance et faire s'effondrer le communisme. Alors c'était discret comme argent. On n'en parlait pas dans les sommets européens. Mais enfin, on a quand même inondé d'argent ces pays-là pour qu'un jour, ils ne gagnent pas la guerre froide contre nous. Et ça a marché. Donc nous paierons pour la Grèce parce que c'est nous. Si on ne règle pas le problème grec, il va nous gangréner. Donc voilà. Si vous avez un orteil qui s'infecte, vous pouvez le couper. Mais ça, couper la Grèce, ça ne veut pas dire ne pas s'en occuper. Ça veut dire exterminer les Grecs. C'est quand même pas très à fait. Voilà. Parce que quand vous coupez votre orteil, vous le jetez. Non, vous ne le coupez pas. D'abord, vous l'anesthésiez. Ensuite, vous le soignez, vous le soignez, vous le soignez. Même si ça doit être quelque chose d'un peu mort, vous le gardez. Voilà. On ne peut pas couper un pays. Voilà. Maintenant, il y a un formidable allié pour l'Europe pour s'occuper de la Grèce. C'est un pays qui attend que ça depuis des décennies. C'est la Turquie. La Turquie ne rentrera pas dans l'Europe. La Turquie a son destin ailleurs. La Turquie est prospère. Elle a intérêt à sauver la Grèce économiquement. Voilà. Il y en a un qui le fait pour l'instant qui s'appelle la Chine. Je pense qu'il y en a un qui aurait intérêt à le faire, c'est la Turquie. Et pas de manière cynique. Pauvres Grecs, on vous rachète. Non, non. De manière intéressée comme étant l'aboutissement, la fin heureuse d'un conflit multiséculaire. Je pense que Europe plus Turquie, ça doit et ça peut sauver la Grèce, qui encore une fois n'est pas si chère que ça. Voilà. Et qui le mérite? Non pas les Grecs d'aujourd'hui, les Grecs de l'ancien temps. Ceux d'aujourd'hui, ils ont triché, ils ont menti, ils méritent que ce qui leur arrive. Mais il faut quand même les aider. Il faut quand même les aider. Parce que le jour où un étudiant grec désespéré viendra se faire sauter place de la Concorde avec 15 kilos de TNT autour du ventre, ça nous concernera quand même. Donc il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas les laisser aller dans le désespoir du paupérisme. Par ailleurs, je le répète, c'est pas cher. En revanche, ce qu'il faut faire tout de suite, maintenant, c'est l'Europe d'après la Grèce. C'est l'Europe d'après le système euro-Europe qui ne nous a pas permis d'empêcher la Grèce, parce qu'on a été trop complaisant et trop imprudent, et qui ne nous permet pas encore d'en sortir. Cette Europe-là, c'est tout simple, c'est la fusion franco-allemande. Alors, on ne va pas abolir les frontières et faire une seule équipe de foot, jamais. Mais la fusion franco-allemande, c'est la fusion des stratégies économiques et budgétaires.
C'est-à-dire qu'en même temps doivent être adoptés le budget de l'Allemagne et le budget de la France pour qu'on ait les mêmes visées. On fait quoi? Une politique pour les entreprises, on baisse l'impôt sur les sociétés, on fait une politique de relance sociale. Qu'est-ce qu'on fait en même temps, voire ensemble? Harmonisation fiscale, harmonisation sociale, harmonisation budgétaire et donc, bien entendu, harmonisation politique. Ce truc-là, il est là, il est presque épanoui. Merkel a parlé de fédéralisme conditionné cet été. Hollande parle du rendez-vous de 2014, du rendez-vous politique. Il faut faire au sein de la zone euro une Europe des 2, qui sera vite une Europe des 6, fusionnée sur les stratégies économiques budgétaires. L'union bancaire en est un premier exemple. Si nos banques ont la même discipline, le même mode d'emploi, nos budgets peuvent avoir aussi le même mode d'emploi. On y est presque. La règle d'or, pour employer un terme simple, c'est ça. Ce que fait Draghi, c'est ça. Donc on est en train, dans la crise comme toujours, d'aller vers ce modèle-là. Il nous manque une chose, plutôt deux choses. 2 grands hommes ou grandes femmes d'État en France et en Allemagne. Voilà. On a eu la chance d'avoir De Gaulle, Adenauer. On a eu la chance d'avoir Schmitt, Giscard. On a eu la chance d'avoir Kohl, Mitterrand dans des moments fatidiques. L'après-guerre pour De Gaulle, Adenauer, la crise économique pour Schmitt, Giscard, la réunification de l'Allemagne et la fin de l'Empire soviétique pour Kohl, Mitterrand. Là, on a un phénomène majeur qui est un basculement du monde pour une nouvelle ère. On n'a que des nains à la tête de nos États. Sarkozy, Merkel, Hollande, Merkel, c'est pareil. Ils ne sont pas à la hauteur de ces circonstances. Donc soit ils se hissent à cette hauteur, pourquoi pas, et notamment Merkel réélue pour un dernier mandat. Si elle veut rentrer dans l'histoire, il faut qu'elle soit la femme qui sauve l'Europe, venue de l'Est, ça serait formidable comme symbole. Soit il faudra en changer. Il faudra en changer pour trouver le plus vite possible les grands hommes, s'ils existent. Bonsoir Christophe Barbier. Alors j'avais une question, je suis là. Avec 2012, on a vu la gauche passer et ensuite les gens de gauche ont redécouvert la gauche avec son lot de taxes qui arrive avec, qu'on redistribue bien sûr. Et à droite, avec maintenant avec les élections de l'UMP, on voit une droite divisée qui reflète la droite qu'on a vue en 2012, à savoir qu'on avait des pro-Sarkozy et des anti-Sarkozy au sein même de la droite. Et les anti-Sarkozy se sont plutôt dirigés vers Marine Le Pen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec avec Hollande, on pourrait avoir une ouverture du terrain politique, justement, entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, à savoir les libéraux, qui n'ont plus redonné signe de vie depuis la crise, puisque la crise a été assimilée aux libéraux, et donc ils ont été honnis. Et donc est-ce qu'aujourd'hui, justement, on ne pourrait pas revoir l'avènement des libéraux dans leur sens le plus pur du terme, à savoir redonner la liberté aux citoyens. Vous parliez de risque tout à l'heure, la liberté de prendre du risque. On peut mettre ça, on peut voir ça par rapport aux pigeons, aux jonquilles, qui ont justement dit stop les taxes, on se fait trop taxer, les grandes entreprises, ils ne sont pas autant taxés que nous. Donc, est-ce que donc on peut voir les libéraux revenir en 2017, voire à plus court terme au municipal? Si par libéralisme pur, vous entendez Reaganien, américain, école de Chicago, jamais. Jamais ce pays, vu son histoire, vu sa culture, ne se donnera à un libéralisme de cette nature. Pour des raisons politiques profondes, l'égalitarisme né de la Révolution française, pour des raisons culturelles aussi civilisationnelles qui ont trait à voir au côté catholique de la France par rapport à ce que peut être l'esprit protestant, et Max Weber vous en a appris plus que moi là-dessus. Le rapport à l'argent, le rapport à l'entreprise, le rapport à la réussite matérielle est chez nous faussé par rapport à cela. On est le pays de la révocation de l'édit de Nantes. Donc ce libéralisme-là, non. Le libéralisme tocquevillien, qui commence à percer sous la Restauration, qui s'épanouit sous la monarchie de Juillet, qui triomphe avec, dans une version déjà bien étatisée avec le Second Empire, oui, il peut venir, il peut revenir. Frédéric Bastiat, choses comme ça, voilà, si je ne me trompe pas de référence. L'économie, c'est loin pour moi. Mais comment y arriver ? Comment faire en sorte que le bon libéralisme, c'est-à-dire pas le libéralisme sauvage dont personne ne veut, s'impose en politique nationale? Je pense que d'abord, il faut casser toute une série de structures dans ce pays. Il faut casser une structure politique. L'empilement, commune, département, région, ça semble n'avoir rien à voir avec le libéralisme. Si,
On est au cœur d'un système clientéliste, donc qui engendre des corporatismes, qui flatte les ententes d'intérêt et surtout pas l'individu. Vous n'êtes pas un individu, vous êtes conseil municipal, franc-maçon, dans tel syndicat, dans tel club, dans telle faction. Et la société s'est construite comme ça. Parfois, c'est votre camp qui gagne, parfois c'est l'autre, mais vous êtes quand même dans un camp. Ce n'est pas l'individu. Et donc, il faut casser ça. Il faut casser le système syndical français. Et je mets dans les syndicats de patrons, parce que le MEDEF est loin d'être exemplaire. C'est-à-dire des syndicats qui sont très peu représentatifs et extrêmement dogmatiques. Par exemple, moi, je suis pour l'adhésion obligatoire à un syndicat. Vous rentrez dans une entreprise, on va vous dire la mutuelle pour les lunettes, les dents, c'est ça. On va vous dire les syndicats, vous choisissez un syndicat, vous devez adhérer à un syndicat. Ça transformerait les syndicats en syndicats de masse, en syndicats de service. Non pas en petites phalanges idéologiques qui ne pensent qu'à bloquer telle ou telle réforme et surtout à contrer tel ou tel autre syndicat concurrent, mais en syndicats qui doivent rendre des services à leurs usagers parce que sinon ils partent au syndicat d'en face. Et donc, ils vont se bouger pour être très performants sur l'emploi, sur la protection sociale, sur les avantages sociaux dans les entreprises. Donc si on casse le moule politique paternaliste et si on casse le moule syndicaliste dogmatique, et on a déjà fait un grand pas. Après, il restera à trouver une classe d'hommes politiques pour se rendre compte que l'initiative individuelle, notamment dans l'entreprise, mais pas seulement, l'initiative individuelle est la plus forte créatrice de richesse possible. Et ça, il faudra des gens à droite comme à gauche pour bâtir des programmes là-dessus. Parce que même à droite, on n'est pas tout à fait sur cette ligne-là. Les pigeons, ce n'est pas un hasard si ce mouvement est une alliance des petits patrons et d'Internet. C'est bien la preuve que les syndicats, la CGPME en l'occurrence, et les politiques, l'UMP en l'occurrence, ou l'UDI, sont totalement inefficaces. Les pigeons n'auraient jamais réussi à faire reculer le gouvernement s'ils étaient allés voir leurs députés pour poser une question à l'Assemblée. Ils ont réussi parce qu'ils ont utilisé Internet, donc les réseaux sociaux et l'opinion, en partant d'eux-mêmes. Petits patrons non organisés. C'est un phénomène inédit. C'est peut-être pas le dernier. Une question peut-être un peu plus personnelle. On va parler de vous, votre avenir. En 2020, vous vous voyez où? Ministre, patron d'une chaîne de télé, patron du Louvre. Vous avez déjà l'écharpe. J'espère que je serai invité encore à Dauphine en 2020. À quel titre? Je ne sais pas. On a évidemment, comme tous les secteurs économiques, développé une philosophie de la précarité dans nos métiers. Les difficultés de la presse écrite sont énormes, les mutations sont à la fois passionnantes et elles sont vertigineuses, elles font peur. Donc, je ne sais pas du tout où je serai dans 6 mois. Je ne sais pas si je dirigerai encore l'Express dans 6 mois parce qu'il peut y avoir des incidents économiques ou des incidents éditoriaux qui fassent qu'on saute comme un bouchon de champagne. On est sur des sièges éjectables. Par ailleurs, il y a l'usure. Moi, je suis depuis 1989 dans ce métier, depuis 1996 à l'Express et depuis 2006 à la tête de la rédaction de l'Express. Ça va donc faire 7 ans à l'été prochain. C'est beaucoup, un septennat. Denis Jambard, mon prédécesseur, qui a duré 10 ans, ça a été très usant pour lui. C'était le plus long mandat à la tête de ce journal, à part Jean-Jacques Servan-Schreiber, le fondateur. Et encore, JJSS, il y avait Françoise Giroud, il a été plus ou moins au contact de cette direction. Puis il était le propriétaire, c'était un peu différent. Donc vous voyez, 7 ans, c'est déjà beaucoup. L'actionnaire me dirait à l'été prochain, j'ai bien réfléchi, je vais mettre quelqu'un d'autre, merci beaucoup, mais au revoir. Je ne pourrais pas dire que c'est illégitime. Je ne pourrais pas lui dire, attendez, j'ai pas eu le temps. Même s'il ne me dit pas ça, l'idée de se renouveler, de trouver un second souffle soi-même dans ses équipes, c'est une idée qui me hante depuis la fin du quinquennat Sarkozy, parce que je suis arrivé en 2006, il y a eu la présidentielle, donc le temps politique français, ça a été le quinquennat Sarkozy. Là, depuis 6 mois, je me dis, dans l'équipe, mais dans ma tête aussi, comment bouger? Puis bon, l'actualité va vite, on fait le boulot. Donc ces questions-là, on a le temps de se les poser, on a rarement le temps d'y répondre. Et je pense que ce n'est pas dramatique. La bonne réponse, elle ne vient pas de vous. L'idée du sage qui, à l'aube, méditant assis entre 2 pierres chaudes dans la rosée du matin, se dit « le temps est venu pour moi de quitter ce poste », c'est faux. On se pose la question, puis un jour vous prenez une grande claque, parce que votre rédaction se révolte, ou parce qu'un successeur vous fait un putsch, ou parce que votre actionnaire vous vire. Vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé, mais si ça vous est arrivé, c'est que ça devait vous arriver. Et quand vous vous posez la question, c'est que d'autres se la posent. Donc ce temps de maturation, il est là. Alors après, quoi d'autre? Ministre, non, jamais, jamais. La politique, c'est se présenter aux élections. Et c'est se présenter dans cette épreuve ultra violente, d'aller voir ses concitoyens, 5000 dans un village, 60 millions dans une présidentielle, et de leur dire « mettez un bulletin avec mon nom dessus dans l'urne », et d'en accepter la violence abominable dans la campagne et dans le résultat. Fillon-Copé, là, c'est quand même violent psychiquement ce qu'ils subissent. Donc ça,
Ce courage-là, je ne l'ai pas. Ce métier de chien, je ne le ferai pas. Alors on peut être ministre sans être élu. Ça ne va pas donner de grands résultats. Hein. Pas donner de grands résultats. À la limite, le meilleur cas de figure, c'est d'être ministre non élu quand on a été envahi par l'armée allemande et que donc on se sacrifie. Et que voilà. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Et si dans des circonstances aussi graves, mon pays n'a que des gens comme moi à aller chercher pour devenir ministre, aïe aïe aïe. Là, faut partir en Grèce, là. Voilà, tout de suite. Non, s'il y a un temps pour moi, après la direction d'un journal, j'aimerais que ça soit encore un temps journalistique. Le plus beau métier que j'ai fait dans ma carrière, le métier qui m'a le plus rendu heureux, avec tous les épanouissements que j'ai en ce moment, moins le stress, c'est quand j'étais à la fois journaliste politique le jour et critique théâtre le soir. Je passais ma journée à voir des hommes politiques, beaucoup plus qu'aujourd'hui, à enquêter, à farfouiller, à trouver des infos. Et le soir, j'allais 5 soirs par semaine au théâtre. J'ai jamais été aussi heureux que ça. J'ai fait ça pendant 3 ans. C'était absolument formidable. À partir du moment où on est dans le management, on perd le contact. Voilà. Les jeunes politiques, je les vois pas. Alors quand ils surgissent, quand Najat Vallaud-Belkacem s'impose, oui, je l'invite à mon émission de télé. Mais les vrais jeunes, c'est pas moi qui les ai vus venir. Je ne suis pas le premier à avoir fait un papier sur Pascal Canfin chez les Verts, Guillaume Pelletier à l'UMP et d'autres à gauche. Mais je suis le premier en 92 à avoir fait un article sur un jeune candidat qui se présentait au cantonal de Villeneuve-Saint-Georges où il a été balayé et qui s'appelait Jean-François Copé. Voilà. J'ai été un des premiers, parce que je le connaissais de mon métier d'avant, à écrire sur François Baroin. Voilà, ils sont devenus quelque chose. J'ai connu Valérie Pécresse quand elle sortait à peine de l'ENA. J'ai connu Manuel Valls quand il était responsable de la presse. J'ai connu le maire de Bourg-en-Bresse, qui a failli être député socialiste, Jean-François Debat, dans une turne d'étudiants en Cagne. Voilà. Et donc j'ai été à l'affût de ça. Et ça, je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que je passe une bonne partie de mon temps à faire du management ou à aller à la télévision parler de mon journal. Et ça, si je pouvais le retrouver, retourner à la base, je serais très heureux, très heureux. C'est visiblement pas facile, vu le destin de mes prédécesseurs, il n'y en a aucun qui est retourné à la base. Donc si je dois faire un autre métier, moi j'ai une passion dans la vie, c'est le théâtre. J'en fais beaucoup, j'étais sur scène le week-end dernier, je serai sur scène vendredi. J'en fais comme amateur, j'ai pas besoin d'en vivre. Si un jour je pouvais en faire dans un cadre plus professionnel, je serais très 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 heureux. L'adrénaline du journalisme me manquerait, parce que c'est une pièce de théâtre dont le texte serait écrit en permanence. Mais je serais très heureux d'être comédien. Bonjour. Vous avez répondu en partie à cette question, mais en fait, si je ne vous connaissais pas, vu le contenu de votre propos pendant votre intervention, j'aurais pensé que vous étiez un homme politique. Du coup, ça me pousse à vous demander quelles analogies il y a entre l'homme d'information que vous êtes et l'homme politique, et un homme politique. Auquel cas, je vous aurais demandé si vous auriez pu ressentir quelques frustrations, mais vous avez répondu à cette partie-là. J'essaye d'être un homme d'information, mais les informations concrètes, les faits, c'est surtout mes journalistes qui les produisent. Moi, je suis dans cette pyramide de l'information, sur le petit chapeau qui est très visible, important, surtout en France, où on aime la polémique, mais qui n'est pas l'essentiel de l'information, qui s'appelle l'éditorial. L'éditorial papier, une fois par semaine. Là, j'ai fait un édito qui s'appelle « Corse, réveille-toi », où j'interpelle nos amis corses. L'éditorial, quand je vais à la télévision, et là, je vais défendre des analyses et des convictions. Donc les analyses, c'est du journalisme politique, parfois éloigné des faits, parfois très théorique, mais on est quand même dans le journalisme. Quand je défends des convictions, quand je dis le principe de précaution, c'est mauvais, et le mariage pour tous, c'est bien, oui, en effet, ça n'engage que moi. Je suis dans une affirmation d'opinion qui peut s'apparenter à celle d'un homme politique. Sauf que l'homme politique, il est dans un parti. Donc quand il n'est pas d'accord avec la ligne du parti, il s'en va ou il ferme sa gueule, comme disait Chevènement. Donc il est dans la ligne, il est partisan. Ça oblige parfois à être dans la discipline de parti. L'éditorialiste, il n'a pas de discipline de parti. Il doit correspondre au corps de valeurs de son journal. On ne peut pas être communiste et diriger le Figaro, c'est intenable. Mais on peut être, à la tête de l'Express, ce que je suis. Un cocktail qui n'est pas toujours en phase avec 100% des lecteurs, ni 100% des journalistes. Je suis, en termes économiques, plus libéraux que mes journalistes. Mais en termes sociétaux, je pense que je suis plus libertaire, donc quelque part plus à gauche qu'eux. Donc c'est très complexe et très confus, donc il n'y a pas de leçon définitive à en tirer. Nous sommes engagés, non partisans, à l'Express. Et j'essaye, moi, d'être engagé, thème par thème, de ne pas faire de l'eau tiède et de dire, écoutez, là, il peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
C'est pas mon devoir, c'est pas mon rôle, mais de pas être partisan et de pas dire attends, qu'est-ce qu'il a dit Sarkozy? Faut répéter la même chose. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Hollande? C'est Hollande qui a raison. Ça, c'est du journalisme partisan. Je n'en ferai jamais. Et donc, je me retrouve en convergence parfois, en divergence parfois, avec des hommes politiques, des partis politiques et ces citoyens politisés que sont mes lecteurs. Mes lecteurs, quand ils m'écrivent en tant que j'ai voté Sarkozy, j'ai voté Hollande. Parfois, ils me disent j'ai voté Sarkozy, mais vous êtes trop dur avec Hollande. Parce que moi, la 5e, je respecte, il est notre président. Donc, vous voyez, c'est très, très, très complexe. Mais, encore une fois, homme d'information, homme d'éditorial, dans une profonde, puissante structure et marque d'information qui s'appelle l'Express. Bonsoir. Bonsoir Christophe Barbier. Donc une dernière question pour clôturer le débat, plus sur le journalisme. Donc Georges Marchais avait dit de Duhamel et Alcabache que c'était des cumulards. Plus récemment, on l'a dit de vous dans un édito du Monde Télévision l'année dernière avec Geoffrin et d'autres. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que l'accumulation de vos passages dans les médias, que ce soit presse, télévision, participe à une sorte de pensée unique du journalisme et de la presse en France, et ça n'a rien à voir avec le caractère apartisan de votre journal, mais vous l'avez dit vous-même, 2 passages en C'est dans l'air dans 2 jours, c'est assez exceptionnel quand même. Je ne pense pas que ça participe de la pensée unique, au contraire. D'abord, moi, je ne me pose pas la question quand on m'invite de me dire « Oh là là, quel impact ça a sur le paysage médiatique, le paysage politique, la pensée unique ?» Non. J'ai un journal, je dois le défendre quand il est attaqué, et j'ai passé ma semaine dernière sur les plateaux à me défendre contre tous ceux qui trouvaient trop polémique notre une sur l'immigration, et ils avaient des arguments. Et quand je ne le défends pas, je le promeux. Voilà, je suis là pour dire achetez-le, il est formidable. Et cette semaine, achetez-le, il est formidable sur le piratage de l'Élysée. Donc je défends mon journal, j'en assure la vivacité, la vente, la santé, l'indépendance. C'est ma seule question. On m'invite, j'y vais. J'ai aucune raison de refuser. Alors parfois je ne peux pas matériellement, parfois le média qui m'invite sur des sujets où je ne suis pas pertinent. C'est rare, mais si on m'invite pour parler... Modeste en plus. Non, mais c'est rare, non pas que je ne sois pas pertinent, c'est très fréquent, mais c'est rare qu'on m'invite sur des sujets où je ne suis pas pertinent. Par exemple, on m'invite jamais dans des émissions de cuisine. Heureusement, je suis incapable d'aller au-delà de l'œuf au plat. J'ai découvert l'autre jour qu'en mettant de l'eau pour faire cuire les pâtes, ça va beaucoup mieux. Donc, vous voyez, on ne m'invite pas pour commenter les courses de chevaux, j'y connais rien. Donc, vous voyez, le système des médias n'est pas stupide. Il n'invite pas quelqu'un parce qu'on l'a vu partout, parce qu'il dirige un journal. On l'invite parce que sur ce domaine-là, a priori, il ne devrait pas être trop nul. Et c'est notre devoir d'ailleurs de refuser quand on nous décale trop. C'est-à-dire, si on m'invite pour une émission de cuisine, je n'irai pas. Je ne veux pas me retrouver avec un tablier devant un truc, voilà, je n'irai pas. Mais parfois, on peut se planter dans l'analyse. Bref, pour revenir à votre question, non, ça ne fait pas de pensée unique. Parce que regardez, toutes ces émissions, toutes ces vitrines, ça vient de l'explosion du paysage médiatique. On est passé en quelques années, une génération, de 2 chaînes à 15, 20, 30, 150, des sites internet, des radios. Donc, une profusion. Qui dit profusion dit justement différence d'identité, différence de point de vue. Donc, c'est contre la pensée unique. Maintenant, ces médias-là, ils doivent se nourrir. Ils n'ont pas de rédaction, ils n'ont pas d'intellectuels à maison. Donc, ils nous invitent, ils nous surinvitent. Là, il y a 2 phénomènes. Un phénomène qui, à mon avis, est très bon, c'est justement pas de pensée unique. Je suis retrouvé sur des plateaux à mettre des peignets avec des gens très à droite, comme Éric Zemmour, avec des gens très à gauche, comme Clémentine Autain l'autre jour, avec des gens qui sont d'accord avec moi, mais on n'a pas la même manière de le dire. Et j'ai jamais eu l'impression de me concerter avec ma camarade pour qu'on reste dans le cercle de la pensée unique. Et j'ai toujours vu toutes les factions, toutes les opinions invitées. La dédiabolisation de la gauche dure s'est faite naturellement, et celle de la droite dure est en cours. Les invitations de Marine Le Pen dans les médias ne font plus scandale. Il y a 30 ans, vous faisiez une interview de Jean-Marie Le Pen, vous aviez trahi la démocratie. Donc tout ça s'est élargi. Le corset de la pensée unique, au contraire, s'est élargi. Au point même que les gens ne savent plus que penser. Tellement de gens parlent en étant intéressants. En revanche, et là, les médias audiovisuels ont une responsabilité. Si la pensée unique n'est pas là, le club est restreint. Pourquoi ? Parce que les médias, ils veulent de la fiabilité. Donc, pour la fiabilité, il faut avoir essayé. Donc souvent, on est invité parce qu'on a été invité. Et donc, on a vu qu'on arrivait à l'heure, qu'on ne disait pas trop de bêtises, qu'on ne s'était pas évanoui devant la caméra, qu'on n'avait pas fait des tunnels. Donc, c'est plus facile de réinviter quelqu'un qui est, entre guillemets, un bon client que d'inviter quelqu'un de nouveau. Tant mieux. L'Express, à travers moi, en profite de cette reproduction. Un jour, ça s'arrêtera. Je pensais que ça s'arrêterait avec Sarkozy, que là, il y aurait une génération qui allait nous pousser dehors. Ça va venir. Ils sont là, nos remplaçants. Voilà.
Ils sont dans les écoles de journalisme, ils sont là. Un jour, peut-être, ils vont surgir d'Internet. Et on invitera le blogueur le plus influent qui passera à ce moment-là à la télé. Je ne sais pas quand ça arrivera, ni comment ça arrivera, mais ça arrivera. Alors, il y aura toujours un ou deux dinosaures, un El Kabbach, un Duhamel, qui feront 40 ans, mais moins qu'avant. Moins qu'avant. Moi, je n'ai pas tellement envie d'être dinosaure. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, d'un seul coup, pof, on passe ailleurs. Ça, je trouve que ça serait chouette. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne choisit pas. Le système vous prend, vous utilise, il vous valorise, il vous pressure, il vous maltraite. Parce qu'on m'invite quand ça va bien, puis quand ça va mal, parce qu'on est attaqué par Strauss-Kahn ou parce que je suis attaqué sur la une immigration, on m'invite aussi. Et j'ai intérêt à y aller. Sinon, c'est pas du jeu. Donc, il vous massacre, il vous malaxe, et puis un jour, le système, il vous jette. Parce qu'il veut du neuf. Bah, le jour où le système me jettera, j'espère que vous continuerez à m'inviter quand même, mais j'en suis pas sûr. Eh bien, c'est sur ces belles confidences, je n'ai pas envie d'être un dinosaure, que nous allons conclure. Merci de votre accueil, merci beaucoup. Merci Christophe Barbier d'être venu nous voir ce soir, de nous avoir accordé du temps. Merci à tous de nous avoir rejoints et bonne soirée.